Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le 40e épisode donc, de l'école des fanboys. Comme c'est l'été, eh bien, chaque année, nous, on fait des hors-séries. Et donc, cette année, on a décidé de faire un hors-série qui sera une sorte de guide pour tous les vidéastes, à la fois sur YouTube et sur la nouvelle plateforme IGTV. Parce que, bon, souvent, on voyait sur YouTube, on vous explique comment faire pour démarrer sur le plan technique, quel appareil photo utiliser, etc., etc., etc. Nous, on va le faire sous un angle complètement différent parce qu'en tant que vidéaste, vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Et c'est pour ça que pour faire cette émission, on s'est attaché les services d'une avocate. On a le plaisir d'accueillir Maître Anne-Laure Roux. Bonsoir Anne-Laure, comment vas-tu? Bonsoir, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Ça va très bien, merci. Donc, Anne-Laure, tu es donc non, tes spécialités, c'est donc la propriété intellectuelle, propriété littéraire et artistique, le droit à l'image, droit de l'informatique et de l'Internet, droit des marques, droit d'auteur et des médias, les noms de domaine. Donc, Oui, tout un enfin tas de globalement, thématiques. oui, exactement. Tout se rapproche en fait, enfin tout se rapporte à la propriété intellectuelle et au droit du numérique en fait, qui est Voilà. aujourd'hui rattaché au droit de la propriété intellectuelle. Donc c'est effectivement dans ce secteur-là que j'exerce. D'accord, eh ben, ça va nous être très utile vu le thème de l'émission de ce soir qu'on va faire avec la joyeuse équipe que je vais te présenter, commençant par Julien, tiens, de gauche à droite. Mon petit Juju, comment ça va? Bah, écoute, ça va. On va faire un petit manuel sur la propriété intellectuelle, ma foi, on est pas mal. Effectivement. On va également accueillir notre ami Mathieu de la chaîne Restez Connectés. Mon petit Mathieu, comment ça va? Eh ben écoute, c'est très bien. En plus, Juju m'a dit qu'on va parler de Manuel, donc c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est mon père. Donc ça me fait ultra plaisir et je suis très heureux que Anne-Laure a accepté de venir sur notre petite chaîne pour parler de ces choses très intéressantes. Et puis j'ai envie de préciser juste que mon casier est vierge, tout va bien. Pour l'instant, C'est en ce que tout tu cas, crois. parce que tu verras, tu verras. Moi, je préfère qu'il soit rempli, hein. Oui, en plus. Non, mais ça peut s'arranger éventuellement, parce qu'au fur et à mesure du déroulé de l'émission, tu verras que peut-être tu es dans l'infraction sur certaines choses. Hein, Ah, il y a des chances. c'est possible. Un autre youtubeur d'ailleurs dans cette émission qui sera peut-être, enfin, on va pas dire qu'il n'est pas concerné, mais bon, lui il est en Suisse, donc c'est pas forcément les mêmes lois qui s'appliquent. C'est notre petit Seb qui, au moment où on enregistre cette émission, d'ailleurs, fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Un an de plus, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais au moins, je sais que j'aurai peut-être une avocate que je pourrais appeler maintenant, donc je suis content. Voilà, en cas de problème, voilà. Bon, j'espère que j'en aurai pas besoin, mais sinon, Elle pourra t'offrir un an de moins, par exemple. ouais. Allez, placement de produit. Voilà, on attaque directement par le placement de produit qui sera un des sujets qu'on va aborder dans À cette la tienne, émission. bon anniversaire. Parmi les différents sujets qu'on va aborder, il y aura donc le droit à l'image, la modération des commentaires, parce que en tant que créateur de contenu, vous avez aussi des responsabilités à ce niveau-là. On abordera aussi tout ce qui est publicité, contenu sponsorisé, placement de produits, l'affiliation, le financement participatif du genre Tipeee par exemple. Enfin voilà, tout ce qui fait le quotidien d'un vidéaste sur YouTube ou Tout ce qui fait. désormais sur IGTV, puisque depuis quelques jours, Instagram a décidé donc de répliquer un petit peu, de venir rivaliser YouTube. Alors juste avant qu'on démarre l'émission en parlant donc de droit à l'image, pour situer, donc YouTube, c'est 19 millions d'utilisateurs en France et 1,5 milliard dans le monde. Et Instagram, c'est 12 millions d'utilisateurs en France et 1 milliard dans le monde. Donc, pour l'instant, YouTube reste devant. Et IGTV aura donc cette particularité de me proposer des vidéos qui soient uniquement au format vertical, ce qui va un petit peu dans l'air du temps, puisque j'ai découvert cette statistique qui m'a un peu... qui m'a étonné, c'est qu'il y a seulement 30% des utilisateurs qui ont le courage, c'était marqué comme ça, hein, qui ont le courage de tourner leur écran quand la vidéo est horizontale. Donc voilà, c'est-à-dire que quand vous faites des vidéos horizontales, les gens, quand ils la regardent sur leur smartphone, sachez que les 2 tiers, ils la regardent sans tourner leur téléphone. Donc du coup, il y a de l'avenir, je pense, pour IGTV. Julien, tu as l'air navré. Le format, tu sais, les formats vidéo, hein, c'est tout con, mais c'est juste basé par rapport au regard de l'homme. Vous regardez pas en vertical hein, dans la vie. Ça, c'est juste, c'est comme ça. Oui. L'homme
Et je suis d'accord avec toi, mais bon, je trouve que c'est comme ça. Et la dernière petite précision concernant IGTV, pour être complet à ce niveau-là, c'est que les vidéos que vous pourrez, parce qu'il suffit d'avoir un compte Instagram hein, pour pouvoir poster des vidéos sur IGTV, seront limitées donc à 10 minutes pour tout le monde. Elles pourront être portées à 1 heure pour ceux qui ont des comptes certifiés, ce qui n'est le cas d'aucun d'entre nous, je crois. Même pas toi, Seb. Non. Mister Perrier, c'est pas certifié? Non, bah non, à cause du nom. Ah bah oui, forcément. On peut connaître. C'est pas de chance. Donc, Mister Perrier, oui, voilà. C'est vrai que c'est un nom pas facile à porter. Hein. Ça dépend. C'est Mister Perrier le nom parce que... Non, mais c'est son nom de famille. C'est son nom de famille, hein, Ah. réellement. Pour le coup, et Mister Voilà. Perrier, c'est le nom de sa chaîne YouTube, du coup. Voilà. D'accord. Voilà. Donc du coup, on va commencer par le tout premier sujet, donc qui est le droit à l'image. Parce que si vous vous lancez, ou même pas, même si vous ne lancez pas, si vous êtes déjà youtubeur ou instagrammeur et que vous faites donc des vidéos, vous êtes amené à faire des vidéos forcément dans des lieux publics. Et donc du coup, moi la question que j'ai envie de te poser pour commencer cette émission, Anne-Laure, c'est que quelqu'un qui fait une vidéo qui est tournée donc dans un lieu public, où donc apparaissent des gens en arrière-plan de sa vidéo, est-ce que il y a des questions de droit à l'image qui s'appliquent aussi dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des particularités? Parce que généralement, les gens, quand ils mettent leurs vidéos en ligne, ils ne demandent pas l'autorisation aux gens, aux passants qui étaient derrière eux, s'ils ont le droit de diffuser. Alors oui, en fait, il y a plusieurs questions. Déjà, effectivement, le fait que ce soit dans un lieu public, on va avoir plus le droit de filmer que dans un lieu privé où effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué après d'expliquer qu'il y a un droit à l'information ou simplement agir à titre personnel. En fait, là où ça va devenir compliqué, c'est si on peut véritablement identifier les gens sur la vidéo et qu'on voit en fait dans leur comportement qu'ils n'ont pas du tout été informés qu'ils étaient filmés. Donc si distinctement derrière la personne qui est en train de se filmer, on va reconnaître telle personne et qu'elle sera facilement identifiable, effectivement l'auteur de la vidéo pourra encourir un risque, je dirais, sur le droit à l'image. Maintenant, ce qu'il y a à prendre en considération également, c'est le fait qu'on puisse la reconnaître et le fait que la vidéo soit utilisée à différentes fins commerciales ou non. Parce que si c'est une vidéo qui va être publiée, donc on va estimer dans un cadre plus restreint sur un compte Instagram ou Facebook qui est privé, du coup il y aura beaucoup moins de portée en fait et d'atteinte au droit de la personnalité que si c'est une vidéo qui va être utilisée par une société à des fins commerciales où là effectivement la personne n'a pas du tout donné son autorisation et pourra se retourner contre l'auteur. Ça me rappelle Google Maps, ce que tu es en train de dire, en fait. Exactement. D'où on a été obligé de flouter la tête des gens. C'est devenu problématique. Bah oui, parce qu'en fait, il y a une utilisation derrière. Et puis d'autant plus... En fait, dans l'absolu, on n'aurait pas le droit de diffuser une vidéo sans l'autorisation de la personne, mais il y a une sorte de tolérance, sauf si c'est une société qui va l'utiliser à des fins commerciales. D'accord. Et par contre, j'imagine qu'il y a une distinction qui se fait entre des personnes majeures et des personnes qui mineures, parce que là, pour le coup, il faut, je pense, réellement des autorisations des parents. Ah oui, bah de toute façon, en fait, il faut normalement... Le principe, c'est qu'on doit avoir l'autorisation de la personne pour pouvoir reproduire son image, puisque c'est un droit de la personnalité qui lui appartient. Après, si la personne se prête au jeu devant la caméra, on va estimer qu'elle donne son autorisation tacite à la captation qui est en train de se passer. Maintenant, la question se pose pour des mineurs, justement, de savoir si eux peuvent donner leur autorisation tacite, sachant qu'ils n'ont pas en fait la majorité qui leur permet, enfin, ils n'ont pas la majorité légale en tout cas, et donc c'est pas eux qui doivent délivrer l'autorisation, mais leurs parents. Voilà. Donc c'est une question qui se pose. Moi, je serais d'avis de vérifier effectivement qu'il y a les parents à côté. Je ne suis pas au courant véritablement s'il y a eu de la jurisprudence sur le sujet ou pas, mais pour être tout à fait prudent, il faudrait effectivement s'assurer qu'il y a les parents à côté qui s'assurent qu'ils sont bien d'accord. Ouais, je connais particulièrement bien le problème, parce qu'en fait, moi je suis président d'une association qui organise des animations pour les enfants qui sont soignés dans les services de cancérologie pédiatrique. Et c'est vrai que justement, nous, à chaque fois, quand on intervient dans les hôpitaux, on nous demande de faire signer des autorisations aux parents, parce que certains établissements ont déjà eu des soucis avec des parents, parce qu'il y avait justement l'utilisation d'images ou de vidéos, alors pas avec nous, hein, mais c'est déjà arrivé. Donc, et bon, faut savoir que pour ceux qui seraient amenés à faire des vidéos où apparaissent des personnes mineures ou non d'ailleurs, que ces autorisations de diffusion, on les trouve très facilement sur Internet, hein, c'est des modèles pré-remplis et après il n'y a plus qu'à faire signer, donc ça c'est pas très compliqué.
Oui, et puis voilà, dans l'absolu, il faudrait toujours obtenir l'autorisation de la personne. Ouais, c'est ça. Dès lors qu'elle est filmée, identifiable, et a fortiori, si elle donne son nom ou elle explique quelque chose qui la concerne directement et qu'on la voit bien, le plus sage est de recueillir son consentement, effectivement. D'accord. Devant Messieurs, la est-ce qu'il y a quelqu'un a encore une question à poser sur ce sujet? Quand la personne refuse et qu'on va flouter son visage, là, il n'y a plus aucun problème quand on n'arrive plus à identifier son visage? Alors voilà, en fait, Ça c'est règle pas soit tout. on n'arrive pas à identifier son visage, soit on n'arrive pas à identifier sa voix non plus. D'accord. Dans plusieurs reportages, justement, qui sont sur des professions où les gens n'aiment pas trop se montrer, en général, on floute la voix également, comme ça, on est sûr que la personne ne peut pas être identifiable. D'accord. Eh bien, j'ai envie de dire, vive l'effet bokeh, hein. Comme c'est devenu la mode. Oui, alors, autre chose auquel on ne pense pas, parce que c'est vrai qu'on va parfois penser aux personnes qu'on a dans le champ, dans le cadre, mais il y a une chose auquel on ne pense pas forcément, c'est les lieux. Et tous les lieux, sous certaines conditions, ne peuvent pas être filmés, tout du moins sans payer. Par exemple, la Tour Eiffel de nuit, vous devez payer parce qu'il y a des droits au niveau des lumières sur la Tour Eiffel. Il y a un ayant droit. Ben voilà. Et il y a un ayant droit. Donc la Tour Eiffel de jour, il n'y a pas de souci. La Tour Eiffel de nuit, son éclairage, il y a un ayant droit. Et là, vous allez devoir payer. Et il y a des lieux comme ça où il y a des ayants droit et il faut payer. Donc il n'y a pas que les personnes qu'il faut vérifier, il y a aussi le lieu que vous filmez. Il y a une chose aussi que je voulais préciser, c'est que on a le droit aussi de diffuser des images d'un élu quand il est dans l'exercice de ses fonctions. C'est récent, ça. Voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a eu la fameuse histoire là, avec l'adolescent qui a interpellé le président de la République en l'appelant Manu. Et j'avais vu donc des personnes sur les réseaux sociaux dire, mais en fait, parce que lui, il a repris les images sur son compte Twitter à lui, M. Macron, et certaines personnes qui s'étaient officiées en disant, mais est-ce qu'il a demandé l'autorisation des parents pour diffuser ces images? Mais en réalité, lui, il n'avait pas besoin de cette autorisation, si je comprends bien. Alors oui, effectivement, en fait, c'est rigolo, parce que il y a Libération qui m'avait appelé justement pour cette question. Avec une autre avocate, on n'avait pas exactement la même appréciation. Effectivement, à partir du moment où c'est dans un lieu public et qui s'adresse à une personne connue, on estime que la personne va être informée que son image peut être reproduite par les médias, puisque c'est à des fins d'information du public, puis c'est la liberté d'expression et tout ce qui va avec. Maintenant, moi, je soulevais l'idée effectivement que c'était un mineur, et donc à partir du moment où il y avait un mineur qui s'exprimait, il aurait fallu avoir les parents à côté. C'est pas véritablement la position, en tout cas de l'avocate qui s'est exprimée dans le même article, qui disait qu'à partir du moment où on est dans un lieu public et qu'il s'adresse à une personne publique, il n'y a pas véritablement, lui, en tout cas, d'autorisation à demander. Et ça, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, ça va être la personne qui va filmer, ou le journaliste qui va filmer, ou le youtubeur qui va filmer, plus encore que l'Élysée qui retweetera derrière la vidéo. Puisque c'est la personne à l'origine de la vidéo qui va être en premier lieu responsable. D'accord, ok. Donc là, on va avancer maintenant dans l'émission. Là, on parlait donc des images. Maintenant que vous avez fait vos images, que vous les diffusez sur votre chaîne YouTube ou sur votre chaîne IGTV, forcément, ça peut susciter des réactions, des commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez commenter aussi cette émission, à le faire. Et donc, la chose que je voulais voir avec toi... oui, t'es dit, mais précision, dans le cadre de la loi, si vous voulez commenter, les mecs, voilà. Et les dames, d'ailleurs. On va justement vous expliquer tout ça. C'est que, en fait, en tant que créateur de contenu, ce qui est un peu notre rôle ce soir, et ce qui est le cas de tous les youtubeurs, de tous les instagrammeurs, et même également même des particuliers sur les réseaux sociaux, partout où il y a un espace commentaire, dès l'instant où vous êtes la personne qui a publié le contenu, vous avez aussi une responsabilité au niveau de la modération des commentaires, à savoir que là-dessus, il y a un texte de loi qu'il faudrait que je vous retrouve. Mais bon, après, c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'en parler avec toi, Anne-Laure. Tu me disais que jusqu'à présent, c'est très très rare que qu'un éditeur de contenu soit poursuivi parce qu'il y a eu des commentaires à caractère, peu importe, que ce soit homophobe, xénophobe ou autre. Mais malgré tout, en tant qu'éditeur de contenu, on peut être responsable si on ne fait pas le nécessaire. Alors oui, en fait, effectivement, il y a plusieurs statuts qui ont été créés différemment.
Et en fait, l'éditeur de contenu va être responsable à partir du moment où il en a connaissance. En fait, l'éditeur, ça va être la personne normalement qui produit le contenu. Et l'hébergeur a une responsabilité allégée, puisque lui n'a pas de contrôle en fait en direct sur le contenu. Maintenant, on estime que les personnes qui diffusent des vidéos sur YouTube ont une responsabilité allégée, quand même ils sont éditeurs, parce que ce n'est pas eux qui vont être à l'origine du contenu qui sera publié. Du coup, leur responsabilité peut s'engager qu'à partir du moment où ils ont connaissance en fait, du contenu illicite et qu'ils doivent réagir rapidement pour le retirer. Et la loi n'a donné aucun délai précis. C'est simplement une réaction prompte en fait, dès lors qu'elle leur est signalée par soit la personne qui est concernée directement par les propos, soit toute personne concernée s'il s'agit de propos homophobes, racistes ou d'atteinte aux bonnes mœurs. Pour être complet à ce niveau-là, c'est donc la loi à l'origine, c'est la loi numéro 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui a été modifiée par la loi numéro 2009-669 du 12 juin 2009. Donc en fait, alors ça c'est le nom peut vous paraître barbare, mais cette loi vous la connaissez tous, c'est tout simplement c'est la loi Hadopi. Donc tous entendu parler. C'est alinéa 13, t'es dit. Hein. Non, c'est l'article 93.3. Et donc, en fait, juste le lire la fin de cet article de loi, c'est donc lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne, émis par ce service à la disposition du public dans un espace de contribution personnelle identifié comme tel. C'est là où ça devient intéressant. Le directeur ou le co-directeur de publication, donc c'est-à-dire la personne qui a publié, ne peut pas avoir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message, qui est en fait ce que tu nous disais à l'instant. C'est-à-dire que si la personne vous met un commentaire, donc caractère homophobe, xénophobe, déjà, forcément, vous ne pouviez pas en avoir connaissance qu'elle allait le faire. Donc, vous en prenez connaissance au moment où le commentaire est publié. Et là, par contre, si vous le voyez, c'est votre devoir de le supprimer parce que c'est arrivé. Moi, j'ai vu donc un cas. C'est un élu Front National sur son compte personnel, donc qui est un élu du Gard, je crois. Son compte Facebook, qui sur une de ses publications avait laissé passer des commentaires qui étaient clairement xénophobes et des gens lui avaient signalé et il n'a pas réagi. Il a laissé les commentaires, il les a pas supprimés alors qu'il avait la possibilité de le faire. Et du coup, il y a une plainte qui a été déposée et cet élu a été condamné. Alors je me souviens pas exactement à quoi il a été condamné, mais comme quoi ça peut arriver quand même. Hein. Donc, en tout cas, gare à lui. Hein. Pardon. C'est là, il faut déjà aller la chercher. Mais donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, YouTube, c'est pas, on est bien placé pour le savoir, c'est pas le monde des bisounours. Et donc, soyez particulièrement vigilants aux commentaires qu'on peut avoir sur vos vidéos. Alors, nous, on a la chance, c'est qu'à l'école des fanboys, on a une communauté qui est bienveillante, donc on n'a pas ce genre de soucis. Mais bon, sur Internet, il y a de tout. Donc, et d'ailleurs, je crois, Mathieu, toi, tu avais une question par rapport à ça, hein, que tu parlais avant de prendre. De consulter, je sais pas tout ce que tu as, toi. Moi, t'as quoi comme bouquin sur la loi, là? C'est sur Internet, c'est ça? Oui, c'est le texte de loi, oui. Okay, moi, j'ai un bouquin, là, ça s'appelle Mon petit code pénal, et il y a marqué « Tu ne mentiras point », et j'en ai 10 comme ça. J'en ai que 10. Donc, je sais pas, ça va pas être le... Je dois être à la page. C'est pas le bon. Oui, celui-là, il doit être un peu... Pour les nuls que tu as. Peut-être un peu vieillot, ça s'appelle Les 10 commandements, j'ai pas compris le chapitre. Voilà. Non, je sais plus du tout la question donc, que j'avais besoin de poser en fait, Teddy. C'était par rapport, tu nous as dit tout à l'heure en antenne, le harcèlement. Le harcèlement, voilà, exactement. Voilà, exactement. Je sais qu'en ce moment, c'est un sujet sur lequel il est beaucoup débattu, je voulais savoir un petit peu, parce qu'on entend beaucoup de choses à coup, quand on suit l'actualité. Et de ton côté, je voulais savoir, Anne-Laure, ce que tu avais de concret à nous dire dans les grandes lignes, en fait. D'ailleurs, pour compléter, avant que tu répondes, Anne-Laure, il y a eu un exemple concret dans l'actualité ces derniers mois, avec donc une personne que Julien connaît bien, l'actrice Nikita Bellucci, bien connue dans le monde des films, voilà. des vidéos un peu spéciales, et qui recevait des commentaires un petit peu, qui provenaient d'adolescents en privé sur ses réseaux sociaux. C'était pas des commentaires, c'était des messages d'insultes, voire même de menaces. Des projets. Et du coup, elle a déposé plusieurs plaintes et les plaintes ont abouti. Et en l'occurrence, là,
dans le cadre de mineurs, je pense que c'est les parents qui sont poursuivis. Je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Alors oui, effectivement, ce sera les parents qui seront responsables des agissements des mineurs dans ce cas-là. Mais effectivement, elle, en fait, il y a plusieurs choses, en fait, parce que vous avez soit l'interdiction de proférer des propos homophobes, comme dans le cas de l'élu du Var, mais il y a aussi après des infractions, en fait, qui sont sanctionnées par la loi de la presse, et ça va être la diffamation et l'injure. Et là, on n'est plus dans l'atteinte, en fait, à l'ordre public, si vous voulez, on est dans l'atteinte à une personne en direct. Et du coup, là, en l'occurrence, cette actrice s'est retournée contre des personnes qui ont porté atteinte à son honneur, soit sur le plan de la diffamation, soit sur le plan de l'injure. Et effectivement, en général, il faut se retourner contre l'auteur et pas forcément contre l'éditeur, du coup, qui aura laissé passer les commentaires. Enfin, c'est plus contre l'auteur. Après, elle peut quand même engager la responsabilité de l'éditeur, mais sa responsabilité sera moindre, vu que lui, la seule faute, si j'ose dire, qu'il a commise, c'est de laisser passer le commentaire et de ne pas le supprimer. Voilà. Mais justement, en ce moment, on a l'impression que, comme on doit être sans doute noyé par le flot de propos haineux ou de choses comme ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la justice, elle a plus envie de porter son regard sur l'éditeur, plus que sur celui qui commente, en fait. Mais parce qu'en plus, ça va être plus. En fait, l'obligation de l'éditeur, la loi a été faite de telle sorte que leur obligation, elle est allégée parce qu'ils doivent supprimer le commentaire. Et en fait, normalement, ils sont censés ensuite divulguer les données de la personne à l'origine du commentaire qui a porté atteinte aux droits de quelqu'un. Parce que c'est bien ça le problème. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des affaires où, effectivement, on a un commentaire qui est diffamatoire à l'encontre d'un client et la personne n'est absolument pas identifiable. Et du coup, il faut contacter YouTube ou l'éditeur et c'est à son bon vouloir de divulguer les informations ou pas de la personne. Et là, c'est véritablement problématique et il faut effectivement porter plainte pour pouvoir obtenir ces informations-là. Donc, c'est plus facile dans un premier temps de se retourner contre l'éditeur. Qui lui est clairement identifiable, forcément. Qui permet de nous amener... que les informations soient justes aussi, parce que c'est vrai qu'on peut... Après, une adresse IP, ça pourrait aider à retrouver quelqu'un ou... Ah oui, tout à fait. L'adresse IP va donner en fait à la fois l'ordinateur et la connexion. Donc une adresse IP permet d'identifier normalement, sauf si après il y a effectivement des systèmes. Les VPN. Oui, c'est les VPN. Voilà. Ouais. Donc gare à toi, Zoro du 63, on va te trouver un peu. On va passer maintenant donc à tout ce qui est donc propriété intellectuelle, droit d'auteur et plagiat. Alors il y a en ce moment une directive justement sur le droit d'auteur qui est discutée au Parlement européen à Bruxelles, qui a donc pour vocation à protéger les éditeurs de contenu face au piratage et à les placer dans une meilleure position pour pouvoir négocier l'utilisation de leur contenu avec les services en ligne. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire deux mots là-dessus, Anne-Laure, de cette directive? Alors oui, est-ce que vous m'entendez bien juste parce que mon micro s'est détaché, c'est pour ça? Un peu plus faiblement, mais ça va. Okay. Je vais parler plus fort du coup. Ok. C'est effectivement une directive qui a été mise en place pour harmoniser en fait le marché européen sur tout ce qui est nouvelles technologies et le respect du droit d'auteur. Et effectivement, en fait, il y a une forme d'uniformisation de toute la loi de toutes les lois en fait européennes qui étaient déjà assez proches sur le plan du droit d'auteur. Mais par contre, effectivement, il y a plusieurs articles qui font un petit peu polémique. Ils veulent, en fait, il est envisagé de créer un droit voisin pour les éditeurs de presse, qui en fait est une réponse au manque de retour sur investissement des éditeurs de presse qui aujourd'hui en fait voient leurs articles diffusés partout et qui on créerait pour eux un droit qui permette en fait qui touche de l'argent sur la republication de leurs articles. En gros, ça veut dire, par exemple, moi, je sais pas, je vois un article sur le site du Figaro, par exemple, et je le partage sur Facebook. Ça voudrait dire que grâce à cette loi, le Figaro pourrait du coup recevoir de l'argent de la part de Facebook, puisque du coup, le contenu serait diffusé sur cette plateforme, Facebook, alors que Facebook n'est pas l'auteur du contenu. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il reste cette loi, si j'ai bien compris. Il semble que ce soit ça. En tout cas, il n'y a pas énormément de mise en application pour l'instant. Mais effectivement, il voudrait que ça fonctionne comme le droit d'auteur, où en fait, à partir du moment où on utilise l'œuvre de quelqu'un, et donc là, en l'occurrence, un support, un écrit,
on demande l'autorisation de l'auteur et on établisse en fait les conditions d'exploitation. Donc, ce sera à qui de payer? Ce serait effectivement, je pense, à Facebook ou je pense pas que ce soit à l'internaute. Non, il y aura un transfert d'argent pour l'exploitation des droits de l'éditeur de presse. Exactement. Et du coup, là, en fait, il y a notamment un des articles qui fait polémique, c'est dans ce projet, enfin, dans cette directive, c'est l'article 13. Ouais, c'est vrai. Voilà, qui donc qui oblige à ces plateformes d'avoir recours à un filtrage automatique pour empêcher les utilisateurs de télécharger ou de partager des contenus protégés par des droits d'auteur. Et donc là, on a avec nous plusieurs youtubeurs, donc ça peut aussi vous concerner du coup, parce que on voit souvent des fois des vidéos sur YouTube où à l'intérieur de la vidéo, des gens reprennent, je sais pas moi, même si c'est que quelques secondes, les séquences soit d'un film ou soit même reprennent des images de la vidéo d'un autre youtubeur, etc. Et ben là, si le filtrage est appliqué à la lettre, la vidéo ne pourra même pas être mise en ligne, quoi. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, YouTube aurait le droit déjà, s'il veut, par effet rétroactif, de striker la vidéo. Mais là, c'est même pas qu'il va la striker, c'est que la vidéo, vous ne pourrez même pas la publier, quoi. Et donc, là, c'est pour ça que cet article-là fait un petit peu polémique, parce que le risque, c'est avec ce qu'on appelle le principe de précaution, c'est-à-dire que YouTube, ne voulant pas, par exemple, prendre le risque de se faire taper sur les doigts, pourrait avoir un filtrage qui soit très très sévère, et voire peut-être trop sévère. Julien, oui. Alors oui, pourquoi en fait, c'est surtout pourquoi il y a polémique, parce que en soi, qu'une telle loi existe, peut pas, enfin, ça se base sur quelque chose de logique. Tu utilises quelque chose qui ne t'appartient pas, des images qui ne t'appartiennent pas, et c'est en soi anormal que tu puisses te faire toi de l'argent ou promouvoir quelque chose avec des images qui ne t'appartiennent en aucun cas. Donc ça, ce serait la base. Mais le souci, c'est que derrière, il y a tout ce qui est droit à l'information. Et toi, tu peux vouloir utiliser les images dans un cadre purement informatif ou dans un cadre comique, enfin pour se moquer de quelque chose. La parodie, la caricature. Parodie, tout ça. Et là, effectivement, du coup, c'est un peu plus compliqué puisque tu vas utiliser ces images, mais en même temps, c'est pas vraiment pour te faire de l'argent en les utilisant, mais c'est pour parler du propos de façon. Enfin, tu as besoin de cette base. Donc c'est là que ça coince un peu. C'est quand est-ce qu'on a le droit, quand est-ce qu'on n'a pas le droit. Et là, honnêtement, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Surtout que c'est un projet de loi qui va assez loin, parce que du coup, ça pourrait aller carrément jusqu'à, et ça je sais que ça quelque chose qui va terrifier notre ami Mathieu, mais jusqu'à l'interdiction des gifs animés, puisque quelque part, un gif animé, souvent, la plupart du temps, c'est un court extrait d'une vidéo qui vous appartient pas, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc si on applique cette loi à la lettre, en gros, les gifs animés, c'est fini. À part les originaux. C'est assez flippant parce que pour le coup, c'est devenu même un langage, le GIF animé. Au même principe que le smiley, par exemple, qu'on utilise, et qui est vraiment aujourd'hui. Le smiley, ça a l'air tout bête comme ça, tout con, mais aujourd'hui, il y a des vraies études qui sont faites sur les smileys parce que c'est devenu un langage vraiment universel, qu'on soit n'importe où dans le monde, même si on ne parle pas la même langue que la personne, avec un GIF animé, avec un smiley, on va pouvoir se faire comprendre. Le GIF animé, c'est un peu la même chose. Donc, du coup, là, ça risque de devenir problématique. Et puis, tous ces portails qui contiennent des moteurs de recherche de GIF animé, tout ça, c'est un peu flippant. Ouais. Je trouve que ça va un peu dans les extrêmes, malheureusement. Et du coup, Anne-Laure, est-ce que tu sais où est-ce qu'il en est, cette directive? Parce que je sais que c'était en discussion il y a quelques jours, mais pour l'instant, ça reste au stade des discussions ou ça a avancé depuis? Oui, ça a été validé dans un premier temps, je ne sais plus par quelle instance, le 20 juin. Et là, ça va être proposé dans une commission à nouveau pour que ce soit rediscuté. Mais effectivement, pour l'instant, ces 2 articles sont passés. Et malgré l'opposition de plusieurs députés européens, ça continue d'avancer. Et ces articles, pour l'instant, ne sont pas touchés. Et effectivement, en fait, il y a un député allemand, je crois, qui a énoncé un certain nombre de problèmes, et notamment le fait que ce soit par des algorithmes, enfin des machines en fait,
qui décide quel va être le contenu qui pourra être diffusé du contenu qui ne pourra pas être diffusé. Mhm. Et ça, effectivement, c'est un problème puisque le droit d'auteur et la protection du droit d'auteur, c'est quelque chose qui est très subjectif. C'est en général soumis, enfin, on dit que c'est soumis à l'appréciation du tribunal. C'est-à-dire que si vous avez un procès en contrefaçon, la personne qui va s'estimer lésée va devoir prouver que l'œuvre dont elle est l'auteur est originale, et la personne adverse doit soit devoir prouver que son œuvre à elle est originale et distincte de la première, ou bien qu'en fait la première œuvre n'était pas originale. Mais dans tous les cas, ce ne sont que des appréciations qui sont qui sont humaines en fait, qui ne sont pas faites par une machine. Donc à voir, comment ce sera appliqué. C'est ça le problème, c'est que c'est laissé à l'appréciation de machines, d'intelligence qui n'ont pas la sensibilité par rapport à une œuvre artistique. Et là, on arrive vraiment dans une fracture en fait. Ouais. D'ailleurs, du coup, là, les droits d'auteur, on y reviendra tout à l'heure, enfin tout de suite après, parce que forcément, quand on fait des vidéos pour accompagner ces vidéos, souvent on aime bien mettre de la musique, et du coup, là aussi, il y a des choses à dire au niveau des droits d'auteur. Mais oui, Juju, avant que juste toujours parce que en fait, à chaque fois, ça va dépendre du contexte. Et c'est vrai que ça, c'est ce que la machine n'est pas capable de voir, c'est le contexte. Et on l'a vu il y a quelques années, la problématique, en fait, elle s'est déjà posée dans le monde du jeu vidéo. Il y a eu un moment où les éditeurs de jeux vidéo, et particulièrement Nintendo, ont été très retors, ont décidé de s'attaquer à tous les youtubeurs, twitchers et autres qui utilisaient leur image et leur jeu. Et donc du coup, ils se sont mis à interdire ceux qui utilisaient des passages de jeux Nintendo. Ce qui a été finalement très outre le bad buzz, ce qui en plus les empêche d'avoir une promotion gratuite de la part de toute une communauté. Donc ils sont un peu revenus dessus et ils ont assoupli. Et c'est là que, effectivement, quelqu'un qui profiterait de ces images-là dans un but totalement lucratif pour lui, enfin, comment dire, utiliser des passages du jeu vidéo pour faire une fabrication personnelle, ça peut être problématique. Par contre, quelqu'un qui va parler du jeu vidéo, finalement, il va promouvoir le média qu'il récupère. Et en ces cas-là, ça bénéficie aussi à l'auteur des images en première instance. Mais donc c'est toujours le contexte qui va définir si on a le droit ou pas, et ça c'est ce que la machine va vraiment avoir du mal à calculer. Donc c'est vrai que cette loi elle est un peu aberrante, qui est un droit de la part des auteurs d'images, une sorte de droit de regard, que les créateurs de contenu soient prévenus en cas d'utilisation de leur image et qu'ils aient un droit de faire retirer, ça me paraît normal. Mais que ce soit une sorte de blocage automatique, ça c'est dangereux. Mais c'est déjà le cas en plus, dans l'absolu. Oui. Enfin, tout auteur aujourd'hui d'une vidéo, d'une photo, d'une chanson peut s'opposer à sa rediffusion sur Internet. Et d'ailleurs, c'est informé. Enfin, tous les sites aujourd'hui ont un système de protection des droits d'auteur. Alors, toujours dans ce même registre, il y a un problème qui peut aussi des fois se poser, c'est celui du plagiat. On a vu le cas il y a quelques mois en arrière en France avec un youtubeur dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelait Matt Podcast. Alors, on prostitue, c'est pas Mathieu, hein, ça n'a rien à voir. Rien fait. Non. On tue non. Je viens de vérifier il y a 5 minutes, mon casier est toujours vierge. Là, tout va bien, ça va. Ça va. Donc celui au Portugal aussi. Je ne vais pas vérifier, je vais aller voir. Ça se voit en ligne, ces choses-là? Non, je crois pas. Il faut faire la distinction entre le plagiat et les copies. En fait, parce que dans le cas de copie pure et simple, c'est facile d'établir la violation du droit d'auteur et de faire supprimer la vidéo le cas échéant. Mais dans le cas de plagiat, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, le plagiat, la différence, c'est que c'est pas une copie pure et simple. On va dire que c'est un peu comme les Chinois, les constructeurs chinois dans le monde du smartphone, quoi. C'est très fortement inspiré d'autres constructeurs, mais c'est pas de la copie, c'est juste une très forte inspiration. Et ça, en fait, là, moi, j'ai retrouvé donc un article du Monde qui relatait donc l'histoire donc de ce fameux youtubeur qui s'appelait Matt Podcast. Et au bout du compte, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que pour les personnes qui s'adonnent à ça, au plagiat sur YouTube,
a priori, il risque pas grand-chose finalement, voire même rien, quoi, parce que c'est très compliqué à prouver, quoi. En fait, il y a plusieurs choses. Le plagiat tel qu'il est utilisé, c'est pas un mot juridique malheureusement, c'est la contrefaçon. Et la contrefaçon, ça va être vraiment la reprise des éléments essentiels de l'œuvre qui la rendent originale. Donc, effectivement, si la personne refait exactement la même vidéo, ça pose problème. Mais en fait, le code de la propriété intellectuelle, en tout cas en France et en Europe aussi, a prévu l'exception de pastiches et de billets humoristiques, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les humoristes ont le droit de se moquer de chansons ou de refaire, en fait, puisque c'est une exception qui est prévue par le code pour pouvoir donner une liberté aussi à cet art-là. Donc, dans cet exemplaire, reste à savoir si Matt Podcast a juste reproduit à l'identique l'œuvre dans la même idée. Et à ce moment-là, ça pourrait être une contrefaçon. Mais encore faudrait-il savoir s'il a véritablement porté préjudice à l'auteur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'auteur, c'était donc un humoriste américain. Et en fait, si lui, il n'a pas eu de problème, Matt Podcast, c'est tout simplement parce que l'auteur américain en question n'a pas déposé plainte. Même quand il a eu connaissance des faits, il n'a pas souhaité porter plainte. Donc, sachant qu'il n'y a que si lui avait porté plainte qu'il pouvait y avoir des poursuites. YouTube ne peut pas porter plainte pour ça. Lui, c'est pas la plateforme qui peut se retourner contre l'auteur. C'est forcément le propriétaire original de l'œuvre, quoi. Donc du coup, il n'y a pas. Voilà, exactement. Donc, après, pour le coup, il s'est pris un méchant bad buzz, mais la fin est plutôt heureuse quand même. Voilà, oui. On va rencontrer avec le youtubeur et non. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre d'une plainte, donc la peine encourue, ça peut aller jusqu'à 300 000 € d'amende, 3 ans de prison et des dommages et intérêts. Donc. Oui. Après en général, quand on fait une poursuite pour ce genre d'infraction, on va plus aller sur le terrain civil que sur le terrain pénal. Parce que le terrain pénal va être beaucoup plus contraignant et la procédure beaucoup plus contraignante. Donc, effectivement, faire condamner quelqu'un à la prison ou à 300 000 € qui seront une amende pour du plagiat, en général, les gens préfèrent la voie civile et du coup obtenir beaucoup de dommages et intérêts. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, une action en contrefaçon, il faut l'estimer par rapport au préjudice véritablement causé à l'auteur. Et du coup, il y a 2 types de préjudice. Il y aura le préjudice patrimonial, donc c'est l'exploitation de son œuvre qui lui a manqué par le fait de la contrefaçon par une autre personne, et le préjudice moral. Et en fait, le préjudice patrimonial, il faut véritablement calculer le manque à gagner, en fait, le manque d'exploitation. Donc ça ne peut pas monter, en tout cas en droit français, ça ne peut pas monter à des sommes vertigineuses comme ça peut être le cas aux États-Unis où ils ont un autre système de condamnation et eux font des dommages et intérêts punitifs. En France, ça va être vraiment sur l'étendue du préjudice et c'est ça qui va être condamné. Et du coup, on peut l'augmenter un petit peu avec le préjudice moral s'il y a eu atteinte au droit moral de l'auteur, à son intégrité ou à l'intégrité de l'œuvre. Mais il faut faire ce travail de calcul du préjudice. Sinon, je vais quand même effacer quelques vidéos que j'ai faites là il n'y a pas longtemps parce qu'il y a Mister Perrier qui pourrait me casser les pieds. En tout cas, faut rappeler donc diffuser une œuvre sans l'autorisation de l'auteur, c'est de la contrefaçon. Et donc, là, on va arriver à la fin de ce chapitre. Ça peut aussi, du coup, je faisais un mapping tout à l'heure, ça peut concerner les vidéos les musiques que vous mettez, en illustration des vidéos que vous mettez en ligne, parce que les vidéos sont aussi protégées par des droits d'auteur. Alors, je vais faire une ellipse par rapport à... Parce qu'il y a un accord qui a été signé récemment, qui nous concerne, pour nous en France, entre la SACEM et Facebook. Et c'est d'autant plus important d'en parler, c'est que cet accord, il est étendu à toutes les filiales, j'ai envie de dire, de Facebook, dont Instagram, dont du coup IGTV. Ce qui veut dire que sur IGTV, vous pouvez utiliser toutes les œuvres qui sont issues du répertoire de la SACEM comme bande son, pour illustrer votre vidéo, puisque c'est Facebook qui rétribue les ayants droit. Sachant que Facebook avait déjà signé il y a quelques mois en arrière des accords avec Universal et Warner. Et ils sont pour parler avec Sony, qui est le troisième
la troisième grosse maison de disques. Bon, avec Sony, je crois que pour l'instant, c'est pas encore signé. Mais c'est vrai que là c'est pas trop vers toi, Anne-Laure, que je vais tourner. C'est plus, enfin, si après, mais là pour le coup, pour ce qui est de Mathieu et de Seb qui avaient des chaînes YouTube, là pour le coup, IGTV a un coup d'avance sur YouTube. Parce que ça, par contre, sur YouTube, c'est pas vert, on peut pas. Seb. Je crois que ça t'inspire beaucoup, Mathieu. Non, mais c'est parce qu'on l'entend pas depuis tout à l'heure. Tu entends pas le Suisse? On l'entend pas. C'est vrai, il est très discret. Je sais pas s'il fait sa compta ce soir ou... Non, mais j'écoute les lois un peu étrangères, tu comprends, je m'instruis. Par contre, non, là, ce que je t'ai dit, là, les accords avec Universal et Warner, c'est mondial, hein, c'est pas spécifique à la France. Donc même toi, ensuite, si tu décides de faire des vidéos que tu vas mettre sur IGTV, tu as le droit de les illustrer par comme bande-son, d'utiliser des musiques du catalogue Universal, Warner, sans problème. Ouais, non, ça c'est bien. Mais c'est vrai que sur YouTube, on trouve quand même pas mal, enfin sur Internet, on trouve quand même pas mal de musique libre de droit. Mais c'est vrai que là, si le catalogue est ouvert, je me dis que même celui qui veut faire des parodies de musique, ils vont pouvoir se lâcher. Donc ça paraît assez fou, quoi. Et que est-ce que l'auteur va laisser quand même sa chanson se faire parodier? Je trouve ça cool. Mais bon, après, si ça déforme complètement le titre, je sais pas si l'auteur ou le compositeur. Alors, attends, pour la parodie, c'est déjà, on a le droit, c'est ça, c'est le cadre légal. Alors oui, en fait, il y a deux droits différents qui s'appliquent sur une musique. Donc il y a toujours le droit patrimonial et le droit moral. Et le droit patrimonial peut être cédé. Donc là, en l'occurrence, la SACEM est mandatée par les auteurs pour les représenter dans le monde entier pour leur droit de représentation. Donc à chaque fois qu'on va diffuser leur musique. Donc ça, c'est la SACEM qui va être en charge en fait de la gestion de ces droits. En revanche, le droit moral peut pas être cédé par l'auteur. Et ça, il interdit qu'on porte atteinte à l'intégrité de l'auteur. C'est-à-dire qu'on peut se moquer de lui dans le cadre d'une parodie. Par contre, on ne peut pas porter atteinte, si vous voulez, on ne pourra pas mettre une musique sur une vidéo inappropriée. Ça va être une atteinte au droit moral de l'auteur. Et la SACEM n'a pas autorité pour donner ce genre d'autorisation. Donc, elle pourra être utilisée en fait par les utilisateurs, mais elle pourra pas être, on ne pourra pas faire n'importe quoi non plus avec. D'accord. Et si on fait de l'argent sur une parodie, là, il n'y a pas de problème? Normalement, si on fait de l'argent... Alors, sur une parodie, non, parce que ça va être une exception. Donc, du coup, ça dépend... je pense que c'est dans l'appréciation, mais ça doit dépendre dans quelle mesure c'est véritablement une parodie ou pas. S'il y a deux paroles de la chanson qui sont reprises, je pense pas qu'on doive de l'argent à l'auteur. Ou en tout cas, ce serait compliqué pour l'auteur d'expliquer que toute la chanson a été faite sur son œuvre. En revanche, effectivement, dans la contrefaçon, on estime toujours que même s'il y a une toute petite partie qui est reprise, il y a de la contrefaçon. Donc, ça va être à l'appréciation. Mais la parodie reste une exception, en fait. Tout dépend si c'est véritablement la reprise de l'œuvre ou s'il va y avoir un vrai apport, en fait, de l'artiste comédien dans la parodie. D'accord. Ok. Ouais, c'est un peu compliqué, ça. Oui. Vaut mieux bien parodier et bien modifier. Voilà. Si la chanson fait, enfin, si la parodie fait plus d'argent que l'œuvre originale, c'est d'accord. Là, l'auteur du coup se réveille et engage un procès. Voilà, ok. Voilà. Et donc du coup, forcément, Seb nous a parlé d'argent. Hein, on reconnaît bien le Suisse. Les Suisses. Voilà. Et ça tombe bien parce que ça va faire la transition parce que là, on vous a parlé de droit à l'image, de propriété intellectuelle, etc. Bon, maintenant que vous avez fait vos vidéos, que vous avez mis des musiques dessus libres de droit, que vous avez bien modéré, gratuite et tout, parce qu'il faut pas se tromper. Et juste, les gens ont souvent tendance à croire que libre de droit c'est forcément gratuit. Il faut vraiment faire attention parce que il y en a, ils se sentent l'autorisation d'aller capturer d'une manière un peu différente la musique sous prétexte qu'ils disent de toute façon elle est libre de droit. Mais il y a des fois il faut payer ce qu'on appelle les royalties aussi. Ouais, et puis il faut pour être complet là-dessus, et après on passe à la suite, utiliser des musiques libres de droit que vous pouvez trouver genre par exemple sur SoundCloud, ne vous dispense pas de créditer celui qui en est l'auteur parce que voilà, parce que souvent ça, beaucoup oublient de le faire, donc c'est un petit peu, voilà. Mais donc du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, et, forcément, vous êtes, je sais pas moi, vidéaste sur YouTube ou sur IGTV, et à un moment donné, vous avez peut-être aussi envie de gagner un peu de pépette, hein. Donc du coup, pour ça, il existe plusieurs moyens. YouTube Money. Il y a la fameuse YouTube Money. Donc il y a les publicités, donc qui sont alors,
nous, c'est pas notre cas, on gagne rien à l'école des fanboys, puisque nous, on n'a jamais monétisé nos vidéos, c'est pas le but de la chaîne. Mais voilà, donc il y a la possibilité de monétiser vos vidéos, donc via les publicités qui sont donc au début des vidéos, hein, vous savez, des trucs en général qu'on squeeze au bout de 5 secondes, que personne ne regarde. Ou pas, hein, si pendant, effectivement, ou pendant, oui, quand c'est des vidéos très longues, il peut y en avoir même plusieurs, particulièrement sur Dailymotion, où là il doit y en avoir une à peu près toutes les 2 minutes. Enfin bon, ça concerne plus grand monde Dailymotion, donc en même temps c'est pas très grave. Et donc il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi les contenus sponsorisés, le placement de produits, et donc du coup on va voir un petit peu tout ça dans le détail, parce que tout ça ce sont des choses différentes, donc on va vous expliquer. Simplement faire un petit aparté, puisque YouTube va permettre, alors je ne sais pas si c'est déjà le cas ou pas, parce que n'étant pas concerné, je ne me suis pas plus penché que ça sur la question, mais YouTube va permettre donc aux vidéastes de pouvoir proposer donc du contenu qui soit exclusif via un abonnement payant qui serait donc aux alentours de 5 € par mois, de ce que j'ai vu. Bon, on va pas s'enflammer parce que ça serait, en tout cas dans un premier temps, je sais pas si ça sera définitif, mais dans un premier temps, ça sera réservé aux chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés, donc ça ne concerne aucun d'entre nous. Et qui, en plus, mais en plus de ça, en plus de pouvoir proposer du contenu exclusif payant via un abonnement, auront également la possibilité de vendre des produits directement. Des produits dérivés directement sur YouTube. C'est-à-dire que je sais pas, moi par exemple, si demain Restez Connecté ou Mister Perrier fait plus de 100 000 abonnés et que vous voulez faire des t-shirts ou des mugs, etc., ou des bouteilles Perrier par exemple. Vous pourrez les vendre directement sur YouTube. Vous n'aurez même pas besoin de créer un site pour vendre. Voilà, vous vendrez directement via YouTube. C'est pas merveilleux ça quand même, les gars? Bah ouais, bah écoute, faut qu'on achète les 100 000 quoi. Ah ouais. Et après, on va regagner l'argent grâce aux mugs et aux t-shirts Restez Connectés. Non, mais bon, après, pour redevenir sérieux, quelque part, ça, je trouve que c'est quand même c'est une idée qui est pas mal. Moi, je trouve que, voilà, je sais que c'est le cas, par exemple, de Mathieu, et c'est mon cas aussi. On fait partie des tipeurs de Naotech TV, et c'est vrai que quand un éditeur de contenu propose vraiment quelque chose de très qualitatif, à la limite, ouais, ça me dérangerait pas de payer un abonnement pour avoir accès à ça, si je sais qu'en retour j'ai un truc qui est vraiment d'enfer, quoi. Et moi, j'aimerais pas que ça passe par YouTube directement, tu vois. Ouais. Parce que rien que déjà les super chats, le super chat, Google il te ramasse 30% du truc. Les mecs ils te donnent 1 €, tu ramasses 40 centimes. Donc bah voilà. Tu ramasses tout Après, le merchandising derrière. Je suis d'accord, hein. Moi aussi je suis prêt à payer. Je suis pour le modèle économique payant. Tu l'as souvent dit, hein, donc c'est dommage que tu nous dises le contraire aujourd'hui. Ah non, on a eu un like qui a marqué Emmanuel Macron aime ça. Mais dis-moi, Julien, tu payes vraiment pour tout? Je paye quasiment, ouais. Enfin, le contenu que tu regardes sur Internet pratiquement? Donc s'il est gratuit, il est gratuit. Mais non, mais s'il est gratuit, il est gratuit, le contenu. Alors, je vais pas payer du gratuit, mais parce que Seb, je ne pirate pas. Regardez là. Il a dit, il y a pas mal de vidéos que tu as regardées ces temps-ci de lui et tu n'as pas payé encore. Mais c'est gratuit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le concept, c'est bien, mais 5 € plus 5 € plus 5 €, enfin, au bout d'un moment, il va falloir créer une sorte de regroupement ou d'abonnement. Oui, mais une sorte de Netflix, mais pour YouTube, quoi. C'est l'évidence même. Voilà. Non, Julien, tu dirais un Netflix général. Enfin, un gros truc qui regroupe plusieurs entités. J'entends déjà, en tout cas pour YouTube. C'est-à-dire que pour YouTube, okay. Que ce système, une sorte de feu Mighty Dylan, tu vois, mais payant. Enfin bon. C'est un peu ce qu'essaye de faire YouTube en ce moment pour essayer de mieux rémunérer les créateurs de contenu. Même si pour l'instant ils n'ont pas encore trouvé la formule, mais effectivement, alors, comme on roule tous pour notre pomme entre guillemets, c'est pas évident de trouver. Sachant qu'après, tu vas peut-être regarder par exemple plus de vidéos de Mister Perrier que de Rester Connecté. Du coup, il y a aussi des échelles de valeur. C'est pas évident. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je comprends pas dans ce que tu viens de dire, c'est plus une question en fait. C'est quand tu dis, tu vas pouvoir payer pour obtenir des trucs je paye à chaque fois à un créateur.
Je sais pas. C'est un abonnement pour tout. Je sais pas. Je peux pas te répondre puisque pour l'instant, à ma connaissance, c'est pas encore mis en place. Donc je sais pas. J'ai aucune idée. On verra. C'est pour ça que j'ai dit que c'était juste un aparté. Donc on va pas s'y attarder trop. On en reparlera éventuellement le moment où ça deviendra une réalité, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. En tout cas, au moment où on enregistre cette émission. Mais donc je disais, pour gagner de l'argent sur YouTube, il y a des publicités. Alors bon, vous n'allez pas vous enrichir avec ça, mais bon. Non, je te confirme. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle donc les vidéos sponsorisées et les placements de produits. Alors, il faut faire attention parce que la vidéo sponsorisée et le placement de produits, c'est pas forcément la même chose. Parce que une vidéo sponsorisée, c'est lorsque une marque, c'est défini très clairement en fait chez YouTube. C'est quand une marque donc vous paye pour donc présenter un produit et un contenu sponsorisé. C'est lorsque dans une vidéo, vous avez une mention d'un produit pendant une durée supérieure à 20 secondes. C'est-à-dire que la marque vous a payé pour ça, évidemment. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Je voulais remercier Petit Yop ce soir de nous sponsoriser. Donc, je vais rester comme ça pendant 20 secondes. T'es dit, Pendant 20 secondes. Ouais, non, on s'en fout. De toute façon, la vidéo n'est pas monétisée. Donc, bon, fais ce que tu veux. Mais donc, voilà. Et là, c'est vrai que c'est important de parler de ça parce que malgré, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Les posts sponsorisés sur Instagram, sur l'année en cours, sur 2018, ça va représenter 2,4 milliards de dollars. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le business que ça représente. Non. Et donc, du coup, pour vous donner un ordre d'idée, sur Instagram, un post sponsorisé pour quelqu'un qui a 100 000 abonnés, c'est rémunéré entre 800 et 1500 euros. Oula, attends, je vais réactiver mon Insta. Sur Facebook, un post sponsorisé avec, si vous avez 100 000 abonnés, dans le cadre d'une page, c'est pas un compte personnel, c'est dans le cadre d'une page Facebook, c'est entre 300 et 800 euros, donc c'est beaucoup moins au final que sur Instagram. Une stories sponsorisée donc sur Snapchat, c'est entre 300 et 700 euros pour 10 000 vues, ce qui n'est pas si fou que ça. 10 000 vues, ça peut, pour ceux qui ont des gros comptes, ça peut être facilement atteignable. Et pour 10 000 vues sur YouTube, quand il s'agit de vidéos sponsorisées, ça peut se facturer entre 400 et 1200 euros. Combien ? Entre 400 et 1200 euros. Ça m'intéresse. Voilà. On en a fait une qui a fait plus de 10 000 vues là, ces derniers temps. Merde, on a raté. Là, j'ai une question pour Anne-Laure. Est-ce qu'on est obligé de prévenir que c'est une vidéo sponsorisée ou Oui, tu verras. Je vais laisser parler Anne-Laure, mais tu verras. Oui, tout à fait. En fait, tu es obligé de prévenir effectivement à chaque fois qu'il y a un placement de produit ou que la vidéo a été sponsorisée par une marque. Il faut que ce soit clair et non équivoque dans la vidéo. Voilà. Attention, c'est une pub. Alors, il faut savoir que voilà, ça doit être dit très clairement et surtout dès le début de la vidéo. C'est ça qui est important. Ça doit être précisé dès le début. Je le dis parce que moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, je vais pas citer la personne, c'est pas quelqu'un d'entre vous, je vous rassure les gars, mais un gros youtubeur tech, c'est pas nous. Pardon. C'est pas ce que je voulais dire. Et c'était il y a quelques jours, vraiment, il n'y a pas longtemps, il a fait une vidéo sur un produit où je sais très bien, parce que en plus de ça, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement discret sur les réseaux sociaux, donc il fait des stories partout, bref, dont je sais très bien du coup que il était payé par la marque pour pouvoir faire cette vidéo, sauf qu'à aucun moment donné dans la vidéo il ne le dit. Et à aucun moment donné, c'est précisé, vidéo contenant une communication commerciale, etc. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellé et je me suis renseigné là-dessus. Et je me suis rendu compte finalement d'une chose, c'est que, un peu comme tout à l'heure, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais comme tout à l'heure avec le plagiat, il reste pas grand-chose au bout du compte parce que en fait, tout le monde se renvoie la balle là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un organisme qui s'appelle l'ARPP, donc l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, qui, elle, renvoie la balle à la DGCCRF, donc la direction de la répression des fraudes. Le CSA, lui, il peut pas intervenir parce que de toute façon, le CSA, pour tout ce qui concerne tout ce qui est sur Internet, non, c'est pas son domaine de compétence. Sur Internet, il n'a pas... Même en dehors, il ne sert à rien. Oui, voilà. Mais là, en plus, de toute façon, c'est pas leur domaine de compétence, donc c'est pas à eux d'agir. Donc, mais que fait le GIGN, putain?
Bah, je sais pas, mais Mais on sait pas qui va les soulever en fait. C'est ça le problème effectivement, c'est que l'autorité doit s'auto-saisir dans ce cas-là. Mais du coup, oui. si elle fait pas son travail de surveillance, personne va lui signifier qu'il y a un contenu qui a été diffusé sans préciser que c'était une publicité effectivement. Ouais. Donc il n'en reste pas grand-chose effectivement. Bah ouais, parce que et le pire, c'est que dans tout ça, il existe, c'est réellement encadré. Ah oui, c'est par la encadré loi, hein. par le droit de la presse qui Bah, interdit aux journalistes de ne pas le préciser, les partenariats qu'il y a effectivement avec des marques. Et également dans la loi de la confiance dans l'économie numérique. Non, c'est ça, c'est l'article 20 de la loi de confiance de l'économie numérique et les articles 121.1 et suivants du Code de la consommation également qui encadrent tout ça. Mais jusqu'à présent, a priori, il n'y a pas eu de... Oui, Seb, tu n'as pas l'air d'accord. Si, je suis d'accord, mais j'avais une autre question. Quand la marque offre un produit à un YouTuber, par exemple, elle offre le produit, mais elle lui laisse 100% de liberté d'expression et à la fin, il peut garder le produit. Donc, il garde le produit. Donc là, c'est quoi? C'est quand même un placement de produit. Alors, le problème, en fait, c'est qu'il faudrait connaître le statut du YouTuber. Parce que normalement, on n'a pas le droit... Enfin, si le YouTuber est considéré comme quelqu'un qui diffuse de l'information, un peu comme un statut de journaliste, normalement, la marque n'a pas le droit de payer des cadeaux pour publier derrière et tout ça. Oui. Alors, si les journalistes... si les journalistes, ils t'entendaient, Anne-Laure, ils se... Là, purée, non, mais je sais. Non, mais attends. Non, mais après, voilà, leur profession est très encadrée et tout ça, mais effectivement, normalement, ce serait une pratique, ce serait de la concurrence déloyale. Déjà d'une part, et puis d'autre part, tu verras que tout à l'heure, quand je vais aborder le sujet du régime fiscal et juridique, tu vas voir qu'il faudra faire gaffe maintenant quand les marques te donnent des téléphones, parce que... Mathieu, faut qu'on vide notre chambre. Je crois surtout que je vais venir m'installer en Suisse. Je sais pas où en est la loi là-dedans. Mais... Non, parce que, alors là, si il y a une certaine forme de, enfin, on va dire de laxisme, mais en tout cas, on l'a dit là, pour l'instant, moi, j'ai pas connaissance de quelqu'un qui a été embêté par rapport à ça, sur le fait qu'il n'avait pas clairement identifié dans ses vidéos que c'était un placement de produit ou des choses comme ça. Ça, c'est les commentaires qui s'en chargent. Ouais, non, mais en revanche, oui, ça c'est vrai. Mais par contre, il y a d'autres pays où là, ils ont sévi, notamment donc au Royaume-Uni et aussi aux USA. Et là, il y a des personnalités, pas des moindres, qui ont été très embêtées par ça, notamment un youtubeur très connu qui est PewDiePie, mais aussi il y a eu Rihanna et Kim Kardashian qui avaient mis donc aussi des vidéos où il y avait des produits. Donc du placement de produits, pardon, et qui n'avaient pas été signalés et on leur a fait retirer les vidéos, je crois, de ce que j'ai cru voir. Donc bon, pour l'instant, en France, on est relativement tranquille de ce côté-là, mais ça va peut-être pas toujours durer, quoi, parce que... Ça doit être pas mal quand tu es la personne qui a autorité qui fait. Alors, chère Rihanna, bien que j'aime ton dernier album, il va falloir qu'on discute. Ça fait quelques conneries. En tout cas, maintenant, c'est facile de dire que la vidéo est très sponsorisée parce qu'il y a des boutons qui sont faits pour ça. Enfin, il y a des coches. Oui, en plus. Mais vidéo, je pense sur Instagram, c'est la même chose pour ceux qui ont le et moi, je me souviens, mon petit Seb, qu'une fois, j'étais avec toi un event chez Exertis et où on discutait avec un youtubeur qu'on ne citera pas. T'es reparti avec le coffre plein, dis-lui qu'il est reparti. Non, mais Seb, souviens-toi, tu vas voir de quoi je parle. On a discuté avec un youtubeur dont on ne citera pas le nom, c'est de lui dont je parlais tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, mais c'est marrant. C'est marrant, je vais reparler de lui après encore. Et du coup, souviens-toi, donc on avait été amené à discuter avec lui donc de notre ami Jérôme de Naotech, puisque Jérôme était là aussi. Et bon, à ma grande surprise, déjà, il connaissait pas Naotech. Bon, peu importe. Et donc, du coup, toi, je crois que c'est toi, Seb, qui lui avait montré donc une vidéo. Et c'est vrai que comme sur les vidéos de Naotech, elles commencent toutes par c'est précisé si c'est un produit, un prêt pour la presse ou si c'est un produit qu'il a acheté, ou etc. Et cette personne-là se foutait ouvertement de sa gueule, quoi, en gros. Tu vois. Oui, puis il a dit même c'était nul de faire ça, quoi. Voilà.
Donc, Ça a cassé la vidéo. voilà. Mais bon, on fera pas de délation, on dira pas qui c'est, mais voilà. Après, bon, il y a aussi des raisons pour lesquelles lui il s'en fout, puisque bon, il n'est pas vraiment concerné, mais bon, bref. Par contre, j'ai reçu un message privé de Anne-Laure qui me dit ça peut être un bon client, faites péter le nom s'il vous Ouais, plaît. exactement. Et là, Non, je ne pourrais rien faire. Enfin, c'est Tu voulais dire quoi, je Teddy? pense- Les chiens font pas des chats, c'est ça? Je sais pas, non, mais c'est possible. Bon, on arrête. Ouais. Là, Ça va, on je s'égare. refuse. On s'égare. On va se Mais bon. taper un procès pour diffamation. Non, mais pour rester donc dans les moyens de gagner de l'argent sur YouTube, il y a d'autres possibilités que les contenus sponsorisés, le placement de produits. Il y a aussi donc ce qu'on appelle donc l'affiliation. Alors ça, on le voit de plus en plus, hein, des YouTubeurs qui mettent des liens d'affiliation. Généralement, c'est Amazon. Sur lesquels, en fait, pour expliquer l'affiliation, il y a d'un côté un vendeur, donc en l'occurrence, c'est un vendeur sur Amazon. Il y a un affilié, donc c'est le YouTuber qui met le lien, et puis le client, c'est celui qui va acheter le produit sur Amazon via le lien du YouTuber. Et en général, Amazon, par exemple, pour rester dans le cas d'Amazon, puisque c'est le plus répandu, reverse entre 5 et 10% de commission sur le prix du produit au YouTuber qui est l'affilié. Oui, Julien? C'est comme quand on passe par un comparateur de prix. Oui, voilà. Qui utilise le même système d'affiliation. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur le lien Darty, Fnac, Amazon, ce que vous voulez, et si vous achetez, il va toucher une partie, un petit pourcentage sur la vente. Voilà. Et donc, pour rester avec Amazon, un truc que moi je ne savais pas, que j'ai découvert, c'est que je savais que ça existait, mais je ne m'étais jamais vraiment penché sur le truc. C'est ce qu'on appelle donc les testeurs Amazon, c'est-à-dire que vous pouvez, vous avez la possibilité de vous inscrire pour tester des produits dans le but donc de mettre un commentaire, de mettre votre avis en commentaire sur le produit en question. Et ce que j'ai découvert surtout. Là aussi, c'est flou. Hein. Ben voilà, et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, là-dedans, il y a une arnaque, mais comme c'est pas permis. Je vous explique un peu ce que certains font. Donc, en gros, il y a certaines marques du coup qui envoient le produit à quelqu'un qui est donc testeur sur Amazon. Okay. On se fout complètement que la personne teste le produit ou pas. On lui demande en contrepartie de mettre un avis positif, un commentaire positif sur Amazon. Ok, parce que là, vous me suivez. La personne renvoie le produit. Ce qui fait que la marque lui rembourse le produit, elle lui rembourse les frais de port pour envoyer le produit, plus elle rajoute, tu vois, genre 1 ou 2 euros en plus, ça c'est pour toi, voilà, pour te remercier d'avoir mis le commentaire, pour te remercier d'avoir mis le commentaire positif. Et là où j'étais ahuri, c'est que j'ai découvert qu'il existait même carrément des groupes ou des pages Facebook qui recensent tout un tas de marques, et en fait, il y a des petits malins qui s'adonnent à ça à longueur de journée, qui ne font que ça, qui reçoivent des produits, qui ne testent absolument jamais, ils mettent un commentaire positif, ils renvoient le produit, et à chaque fois, donc, ils prennent 1 ou 2 euros, mais 1 plus 1 plus 1, ça finit par faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mark Zuckerberg, par exemple. Je rigole, excusez-moi, c'est une blague. Non, mais voilà. Surtout que j'imagine qu'il le déclare à chaque fois. Alors, justement, en revenu. Le truc dont il faut se méfier, c'est que normalement, vous n'avez pas le droit de mettre un avis sur un produit que vous n'avez pas payé intégralement. Donc, ce qui veut dire que si vous renvoyez le produit et que la marque vous rembourse parce que c'était le deal, logiquement, vous êtes en infraction avec le règlement d'Amazon et vous pouvez vous faire gicler votre compte Amazon, mais bon, en même temps, après, les mecs qui font ça, ils s'en foutent, ils en recréent un autre, et puis c'est reparti, quoi. Donc voilà, mais vous verrez que ça, je vais y revenir dans un petit instant là-dessus. Souvenez-vous bien de ce petit business, parce que ça va avoir de l'importance pour ce que je vais dire après. Mais là, juste, du coup, alors, est-ce que ça, c'est légal ou pas? Le fait de se faire livrer un produit, de laisser un commentaire et ensuite de le renvoyer? Et de se faire rembourser sur le plan... Mais il ne le paye pas du tout, c'est ça, si j'ai bien compris, le produit? En fait, c'est-à-dire qu'on va prendre un exemple concret, je ne sais pas, où, la marque envoie un produit qui vaut 20 euros. Et donc, du coup, la personne qui le reçoit met le commentaire positif, renvoie le produit. Est-ce qu'elle l'a payé, la personne? C'est ça qu'elle Oui, elle l'a payé. Elle a payé. Ah, elle l'a payé. Elle a payé 20 euros. Donc, du coup, elle leur renvoie. Admettons que ça lui a coûté, je sais pas moi, 5 euros de frais pour renvoyer le produit. Donc, ça fait 20 plus 5, ça fait 25, on est d'accord. Et la marque, au lieu de rembourser 25, va rembourser, je sais pas moi, 27 ou 28, volontairement. Oui, mais c'est parce qu'ils ont un problème avec les chiffres.
Oui, voilà, c'est très étrange parce qu'en fait, le jeu de faire jouer le droit légal de rétractation sur la commande de produits est effectivement bien pensé, mais je vois pas comment la marque peut justifier comptablement qu'elle a remboursé 27 € alors que quand elle fait les comptes, les éléments comptables qu'elle a à ses dispositions mettent 25. Je sais pas. Si, parce qu'elle est en Chine et du coup, Voilà. ça venait de base. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est une petite précision qui est importante, effectivement, c'est qu'en général, les sociétés qui font ça sont en Chine, donc il n'y a pas de traçabilité, et vous les retrouverez. Et de toute façon, Voilà. oui, et de toute façon, quand bien même, ou sinon elle sera en dollars, et le dollar et l'euro ne sont pas les. Et comment justifier qu'à un moment T, il n'y avait pas une variation à 0,2, 0,3 centimes de frais Par contre, il y a une chose qui est intéressante que tu as évoquée, Anne-Laure, tout de suite. Là, tu parlais du délai de rétractation. Alors, ça, je voudrais apporter aussi une petite précision par rapport à ça. Parce que toi, Anne-Laure, tu n'es pas forcément au courant de ce genre de choses. Parce que voilà, tu découvres un peu aussi peut-être le monde de YouTube. Mais il y a beaucoup de YouTubeurs aussi qui, pour tester des produits, achètent des produits donc, sur Amazon ou peu importe, hein, enfin sur n'importe quel site internet. Font leur test et le renvoient, puisque de toute façon, ils ont un délai de rétractation de 14 jours. Alors, il faut rappeler que ce droit de rétractation, il est donc valable dans toute l'Europe et qu'il a été créé parce que quand vous achetez un produit en ligne, bah forcément, par exemple, s'il s'agit de vêtements, bah vous ne pouvez pas les essayer, vous pouvez pas, si c'est un produit technique, vous ne pouvez pas poser de questions au vendeur. Donc, c'est pour ça que ça a été fait, le délai de rétractation, parce que c'est un achat dématérialisé, donc forcément, vous avez ce droit de rétractation. Et donc, du coup, je voulais rassurer certains youtubeurs que j'ai pu entendre qui s'inquiétaient en se disant ouais, mais apparemment, Amazon commence maintenant à dégager les comptes de ceux qui font ça. C'est juste aux États-Unis. En Europe, c'est pas très moral ce que vous faites, les gars, mais vous aurez toujours le droit de le faire parce que de toute façon, c'est la loi. Amazon est obligé de s'y plier comme n'importe qui d'autre. Vous avez un achat en ligne, vous avez le droit pendant 14 jours de renvoyer le produit autant de fois que vous le voulez. Ils pourront rien faire. Oui, alors. Deux petites précisions juste. Effectivement, c'est légal. Donc, toutes les sociétés sont obligées. Toutes les sociétés qui vendent à un consommateur en fait en France sera obligée de lui proposer ce délai de rétractation. Mais il y a quelques exceptions. C'est par exemple si ça va être des produits qui sont périssables ou ce genre de choses. Si c'est des crèmes ou c'est des choses qui sont qui peuvent avoir en fait un effet pourrissage ou si jamais l'emballage est ouvert. À ce moment-là, le délai ne s'applique pas. Mais effectivement, dans le cas des gens qui n'ouvrent pas l'emballage, à moins que ce soit de l'alimentaire, ils ont toujours le droit et Amazon ne peut pas s'y soustraire là-dessus. D'accord. Après Teddy, là où je suis un peu moins d'accord avec toi, c'est quand tu dis c'est pas très moral. Moi, je sais qu'en off, Amazon, limite, nous pousse à faire ce genre de choses. C'est ce qu'il disait, c'est que pour eux, ils nous disaient si vous n'arrivez pas à avoir un produit, franchement, prenez-le et testez-le et renvoyez-le nous. Je sais qu'il y a Jérôme Kembord aussi qui a entendu ce même type de discours. Amazon, ils nous engrainent. Alors, je ne sais pas ce qu'ils y gagnent là-dedans, mais très clairement, c'est ce qui. Alors, peut-être qu'ils y gagnent le lien d'affiliation, tu vois, notamment. Non, mais honnêtement, si les gens débutent et si c'est pour faire des tests de bonne foi, pour vraiment pour faire un travail, je dirais, qualitatif et faire des vrais tests, et c'est sûr que les marques ne vont pas vous les prêter au début. Non mais moi non plus. Quand je disais c'est pas très moral, je parlais pas par rapport à Amazon. Je vais certainement pas m'inquiéter d'Amazon pour Amazon, faut pas déconner. Et après quand je dis c'est pas très moral, moi personnellement je m'en fous complètement, ça me dérange absolument pas. Mais je sais très bien qu'il y a des gens que ça gêne. Donc c'est pour ça que je le dis. Moi pour ça je m'en fous. Hein. Oui, parce que le droit de rétractation à la base n'a pas été créé pour ça, mais je pense que tu es dans une zone grise. On va dire que dans le jargon technique, on va appeler ça le triangle des Bermudes. Et bon, voilà. J'ai envie de dire, pour les petits youtubeurs qui démarrent, et par exemple, on en fait partie, moi, ça va, parce que grâce au fait que j'ai commencé avec des journalistes, j'ai pu me forger un réseau, mais je comprends ceux qui démarrent. Et je trouve que c'est une bonne solution pour se donner un petit coup de tremplin. Quoi. Mais c'est même un conseil qu'on a souvent donné à des petits youtubeurs qui démarraient. Hein. Je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre à ceux qui font ça, Mathieu, je te rassure. Non. En plus, tu sais, comme j'ai pu le faire pour Apple, j'étais bien content de le refaire sur l'iPhone 7. Là, je te rappelle qu'il y a quelqu'un qui est en train de noter toutes tes déclarations. Exactement. Le procès. En tout cas. Il y a un autre moyen éventuellement, c'est le dernier moyen qu'on va évoquer ce soir pour gagner de l'argent pour les youtubeurs, c'est ceux qui font des Tipeee.
Donc les Tipeee, c'est le Ou, financement autre. participatif ou autre, hein, c'est toutes les plateformes. Mais je dis Tipeee parce que c'est effectivement celle qui est la Et puis plus utilisée. Patreon. Mais voilà, il y en a d'autres. C'est donc voilà ce qu'on appelle le financement participatif. Donc après, je récapitule. On a les vidéos sponsorisées, on a les placements de produits, on a les publicités qu'on appelle AdSense en début des vidéos. Ok. On a financement participatif du genre Tipeee. On a les liens d'affiliation. Bon, voilà, tout ça, c'est les différentes sources de revenus que vous pouvez tirer de vos vidéos. Donc, alors, la seule chose qu'il faut voir, par contre, Anne-Laure, c'est que cet argent-là, il faut le déclarer au fisc. Et oui, Et même... grâce au prélèvement à la source. Ah ouais, non, mais il faut le déclarer au fisc. Ouais. Oui, mais moi, mon siège, je t'ai dit, était basé en Irlande. C'est pour ça. Ah non, mais on va en parler aussi, ça, justement, t'inquiète pas. Mais tu sais Ah oui, que... parce qu'il y a un YouTuber, justement. Non, mais on va en parler parce que, justement, tu fais bien le youtubeur. En réalité, je parle après sous le contrôle d'Anne-Laure qui me dira exactement ce qu'il en est. Mais en réalité, à partir du moment où vous activez la monétisation, que vous faites des vidéos sponsorisées, des placements de produits, des Tipeee, tout ça, enfin bref, à partir du moment où vous gagnez de l'argent avec vos vidéos, théoriquement, normalement, alors là, c'est pas théorique, c'est sûr et certain, ces revenus doivent être déclarés aux impôts, premièrement. Le mieux, ça dépend pas du montant gagné dans toute l'année. Laisse-moi finir, tu verras. Laisse-moi terminer, tu verras. Dans l'idéal, c'est même d'être auto-entrepreneur. Alors, il faut savoir qu'en fait, par exemple, pour l'affiliation, parce qu'il y en a de plus en plus qui montent des sites, ce qu'on appelle de deals avec les liens d'affiliation, etc. Et tout. C'est pas forcément beaucoup d'argent, mais malgré tout, c'est quand même de l'argent gagné. Alors, quand vous êtes un affilié, vous êtes un simple prescripteur, ce qu'on appelle un prescripteur. Moi, j'aime pas le terme influenceur, donc prescripteur pour le compte d'un vendeur. Donc, ce qui veut dire que vous devez déclarer vos revenus en BNC, c'est-à-dire bénéfices non commerciaux. C'est les cases 1AJ à 1DJ sur la déclaration d'impôt. Hein. Ça existe réellement. Vous pouvez attends, pas dire je dois que avoir ça... la feuille quelque part, bouge pas, attends. Donc, du coup, alors, il faut le déclarer aux impôts. Et c'est là, Mathieu, où... Moi, j'ai rien fait. Parce que tu parlais de l'Irlande. Et là, attention, parce que ça concerne tous les youtubeurs qui font de la monétisation et qui touchent de l'argent de Google via AdSense. Vous devez le déclarer aux douanes. Parce que Google, c'est pas Google France. C'est pas Google France qui vous reverse l'argent. C'est le siège de Google européen qui est en Irlande, justement. Ah, en Irlande. Ah non, mais je te dis, moi je suis aux îles Caïmans, rien à voir. Pardon, c'est une fille. Non, mais voilà, tout ça, c'est très sérieux. Non, mais pourquoi il n'y a pas de droit de douane? C'est dans le cadre de l'Europe. Non, mais tu dois demander un numéro de TVA intracommunautaire. Anne-Laure me dira si je me trompe ou pas. Voilà, donc oui. Et du coup, tu dois faire une déclaration de douane et tu dois la faire tous les mois en plus. Donc, c'est pas une fois par an. C'est rétroactif. Et si tu as la bonne idée, par contre, de monter ta structure directement en Irlande pour être rémunéré là-bas. On va rester dans un truc, tu vois. Après, là, tu pars dans un cas de figure qui est quand même. On appelle ça Star Wars. Hein, c'est un scénario moi, je te parle des youtubeurs français, ceux qui nous regardent majoritairement, enfin très largement majoritairement, sont basés en France, donc ils n'ont pas créé d'entreprise en Irlande. Oh, c'est pas une petite boîte postale, tout ça, ça va. Oui, on n'est pas là aussi pour apprendre la fraude. Tu disais, ouais. Si tu veux créer une boîte là-bas, il faudrait avoir moins un représentant légal là-bas, ou que tu déménages en Irlande. Ouais. Légalement. Je vais aller déposer. En tout cas, donc, alors, pour un peu quand même remplacer les choses, donc pour ce qui est des bénéfices non commerciaux, vous avez le droit de déclarer jusqu'à 70 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est quand même une belle somme, hein, déjà 70 000 €, si vous gagnez 70 000 € par an avec YouTube, c'est déjà pas mal. Et c'est là où, par contre, je vais en soulager certains qui nous regardent. Si l'ensemble de vos revenus, c'est-à-dire affiliation, AdSense, monétisation, bref, tout ce qu'on a cité avant, si tout ça, c'est inférieur à 305 € par an, c'est bon, Mathieu. À ce moment-là, vous embêtez pas, parce qu'en fait, quand
quand vous Avec faites resté connecteur, une il peut prendre déclaration 5 euros que des 300. Hein. quand vous déclarez des revenus en BNC, en fait, il y a un abattement de 34%. Et qui doit être au minimum donc de 305 euros. Donc si vous gagnez moins de 305 euros, au bout du compte, vous n'allez pas être embêté si vous les déclarez oui. pas. Ah, mais nous, avec l'argent de la pub sur notre chaîne, on se paye un kebab par mois quand il y a des fois sans frites parce qu'on peut pas. Après, quand je dis alors, quand je dis si c'est moins de 305, vous ne serez pas embêté, malgré tout, même si c'est moins de 305, Faudrait le déclarer. théoriquement, il faudra le déclarer quand même. Normalement, il faudrait déclarer à partir du premier euro. Mais effectivement, il y a une tolérance qui est appliquée là-dessus. Mais moi, je conseillerais effectivement, à partir du moment où ça devient important, de se créer un statut d'auto-entrepreneur. C'est ça. Pour au moins avoir la sécurité juridique par rapport à ça. Et puis, c'est plus facile, effectivement, parce qu'il y a un numéro qui est attribué. Les démarches sont sont tout à fait adaptées, en fait, à ce genre de profil. Puisque et en plus de ça, c'est tout simple, ce sont des déclarations qui sont micro-contrôlées, donc il n'y a même pas besoin de la faire la plupart du temps. Enfin, il n'y a pas besoin de faire véritablement un compte d'exploitation. Donc, c'est un statut qui est assez simple et qui ne nécessite pas de créer une structure en Irlande ou en France. Et en plus, vous n'êtes pas soumis à la TVA en plus. Oui, alors ça, c'est jusqu'à 70 000 aussi. Voilà, jusqu'à 70 000 euros, il n'y a pas de TVA. Alors, si tu peux le noter sur la facture, hein, ça, si jamais ça... Ah oui, non, mais s'il te plaît, alors je gagne 15 euros tous les 3 mois. Google me prend au moins 8 balles. Il me reste 7 euros. Il faut que il va me rester 2 euros là. On peut même plus se payer une barquette de frites là. C'est compliqué là. Eh oui, mais bon, tu vois, comme quoi, c'est. Alors moi, j'ai lu un chiffre qui n'est pas super étonnant. C'est que, en fait, parmi ceux qui activent la monétisation, les youtubeurs qui activent la monétisation de leurs vidéos, il y aurait seulement 1% qui serait complètement dans la légalité. Ce qui veut dire qu'il y en a 99% qui ne le sont pas, mais donc en tout cas en France, donc c'est assez énorme. Mais et moi, je trouve que c'est important de préciser ça parce que je vais faire un parallèle, si vous voulez, un peu avec la voiture, par exemple. C'est-à-dire que, admettons, quelqu'un qui a pas de permis, qui n'a pas d'assurance, techniquement, il n'y a rien qui l'empêche de se mettre au volant d'une voiture, de prendre le volant d'une voiture et puis de rouler. Et s'il ne se fait pas contrôler s'il roule et qu'il n'est jamais contrôlé par la gendarmerie, tout se passe bien. Mais le truc, c'est que cette même personne... Attention, Attention, je suis pas en train de toute proportion dans les limites du cadre bien fixé. Attention, tu vas voir où je veux en venir. C'est que cette même personne, voilà, si elle a un accident, par contre, là, les emmerdes, c'est plus la même chose. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on rigole, on déconne, etc. Mais malgré tout, tout ce que je vous ai dit là, c'est quand même super sérieux dans le sens où c'est pas des grosses sommes pour la plupart, on est d'accord. Mais le truc, c'est que souvent, en général, ceux qui ne gagnent pas des grosses sommes sur YouTube, ils gagnent leur vie autrement. C'est-à-dire qu'ils ont un métier à côté, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'un jour ou l'autre, pour X ou Y raison, vous pouvez être amené à avoir un contrôle fiscal. Et si vous avez un contrôle fiscal et que vous avez touché de l'argent de Google AdSense ou que vous avez revendu un produit que vous avez testé et que vous êtes fait payer par PayPal, donc il y a une trace sur votre compte en banque, et en cas d'un contrôle fiscal, toutes les rentrées et sorties qu'il y a sur votre compte bancaire, il faut pouvoir les justifier. Et si vous ne pouvez pas... Et ça va plus loin, Teddy. Il y a un truc qu'on oublie aussi, c'est sur la revente d'objets. Il y a eu le cas sur le Bon Coin de personnes qui ont vendu des collections complètes. Et là, on leur est tombé dessus parce qu'au bout d'un moment, si vous vendez en très forte quantité, c'est plus considéré comme une petite revente comme ça qui ne doit pas être taxée. Oui, c'est considéré comme un acte de commerce en fait. Et du coup, vous êtes considérés comme des commerçants de fait, puisque vous avez c'est une activité qui est régulière et qui permet de retirer des bénéfices et qui est effectivement plus dans le cadre d'activités. Mais justement, c'est des commerçants de fait, pardon, c'est ça? On dit commerçants de fait, oui. Et du coup, en fait, vous êtes soumis. Enfin, non seulement, en fait, ça a des conséquences sur les relations que vous pouvez avoir avec les gens à qui vous vendez, puisque vous vendez plus de particulier à particulier, donc c'est plus le même droit qui s'applique. Et effectivement, d'un point de vue fiscal, du coup, ça peut changer les choses en cas de Voilà. Mais en fait, les revenus qu'on peut tirer de ce genre de choses, c'est dans l'exemple, par exemple, que prenait Juju, justement, pour ne pas être embêté, il aurait fallu qu'il soit déclaré en BNC, si j'ai bien compris, en bénéfices non commerciaux. Donc, et il y a
Je vous prends à témoin, case les gars, J, la case. Julien case J. et Mathieu, voilà, vous irez voir la case 1AJ et A1DJ sur votre déclaration d'impôt, elle existe, hein, je ne l'ai pas inventé, Mais ces moi, cases-là. moi, j'ai le statut de micro-entreprise, donc je connais ce genre D'accord. de choses. D'accord, ok. Donc voilà, un petit peu fait le tour de la question. J'ai une question encore. Il y a Seb Ouais, qui a une question. juste un dernier truc avant donc après vous poserez aussi des questions parce que j'imagine que vous en avez. Juste apporter une petite précision. Bon, nous on a des enfants qui sont en bas âge, mais on sait que dans ceux qui nous regardent, il y a des papas qui sont un peu plus âgés, donc et bon, il y a beaucoup d'ados aussi sur YouTube. Et qui peuvent être amenés, je sais pas, justement, à faire des testeurs Amazon, mettre des commentaires, etc., dans votre dos et tout. Faites gaffe parce que sur le plan légal, tant qu'ils sont mineurs, Anne-Laure, si je me trompe pas, c'est vous qui êtes responsable du coup. Oui. Et s'ils gagnent de l'argent, c'est sur votre déclaration d'impôt à vous qu'il faut la mettre du coup. Également, oui. Enfin, après, reste à voir combien ils gagnent, mais effectivement, oui. Tous les actes des mineurs sont de la responsabilité des parents. Je vais tout de suite aller choper la tirelire en cochon de mon fils immédiatement. Donc vas-y, Seb, que tu voulais demander, dis-moi. Oui, alors si je suis un youtubeur suisse, par exemple, et que je décide d'aller m'installer chez Mathieu à Paris, parce que tous les événements sont sur Paris, et que je décide de tourner mes vidéos à Paris, où est-ce que je vais payer mes impôts? Je vais toujours les payer en Suisse? Alors, Combien de temps tu vis? c'est une question de droit fiscal, donc je sais pas forcément ma spécialité, mais c'est à l'endroit où tu as déclaré ton domicile principal. Enfin, c'est que si tu es résident suisse et que tu as la nationalité suisse, tu vas être imposé en Suisse. Si tu es résident français et que ton habitation principale est en France, j'imagine que tu es imposé en France. D'accord. Mais Ok. attention, la Suisse t'oblige, en cas de résidence principale, à vivre au moins plus de 6 mois dans ta résidence principale en Suisse. Tu peux contrôler. Ah oui, je crois que tu parlais de la banque. Du compte en banque, il faut absolument qu'il soit en Suisse, totalement. Qui d'autre a encore des questions Oui. éventuellement à poser? Profitez-en pendant qu'on a une avocate. Oui. Parce que moi, il y a des choses qui m'interpellent, c'est quid des droits du travail, heures travaillées, justifier tout ça, est-ce que c'est contrôlé, contrôlable, est-ce qu'il y a des lois là-dessus? Et de même que le travail des enfants. C'est-à-dire que typiquement, il y a quelque chose qui me questionne, c'est dans le cadre de gens qui ont une chaîne avec des enfants, qui font des vidéos nombreuses. Comment ça se passe? Parce que moi, je sais que quand on fait tourner son enfant en France, on doit passer par la DAS, c'est très encadré, il y a des horaires. Et là, dans le cadre de YouTube, quel droit s'applique? Comment ça marche? Voilà. Bien. En fait, effectivement, quand c'est dans la représentation de spectacles vivants, pour les enfants qui jouent dans des films ou dans des pièces de théâtre, effectivement, il faut demander l'avis d'une commission. Là, après, comme en fait, le problème, c'est qu'on démarre toujours dans un cadre privé. Donc, c'est l'autorisation des parents qui vaut. Donc, effectivement, si l'enfant joue avec son parent, avec son représentant légal, en fait, on estime qu'il y a l'autorisation. Le problème, c'est que dès que ça prend de l'ampleur, effectivement, je pense que à un moment, si ça devient une chaîne nationale qui est suivie, tout dépendra de l'ampleur, en fait, je pense, de la chaîne. Mais effectivement, normalement, le principal, c'est d'avoir l'autorisation du représentant légal. Et après, dans le cadre d'une activité professionnelle, avoir l'accord des commissions compétentes. Mais à mon avis, à mon sens, je connais pas bien ce sujet, mais je pense qu'il y a une tolérance, en fait, pour les parents qui font tourner leurs enfants. Après, je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Je n'aurais pas dire l'avocat du diable aujourd'hui, je ne me permettrai pas, mais je vais aborder encore. J'ai 2 questions à te poser qui ne sont pas forcément marrantes pour ceux qui vont regarder, mais du coup, puisqu'on parlait de déclarer aux impôts, de faire une déclaration aux douanes, est-ce qu'il y a également une déclaration à faire au RSI, du coup? Alors, en fait, la déclaration. Alors, non, le RSI va s'appliquer à partir du moment où vous êtes auto-entrepreneur. Voilà, mais je veux dire, oui, mais c'est. Parce que la sécurité sociale, sinon, sera payée sur le statut de salarié. Normalement. Ou en tout cas, ce statut-là. Mais le RSI, effectivement, à partir du moment où on est auto-entrepreneur, sauf si vous avez une activité de salarié à côté. Mais sinon, le fait de s'immatriculer vous envoyera directement au RSI. Ce qui est intéressant, donc, le statut d'auto-entrepreneur, si je me souviens bien, en gros, c'est que il y a les impôts prennent 25% du chiffre d'affaires et après vous n'avez rien d'autre à payer, si je me souviens bien.
C'est 25%, c'est? Je sais plus, je crois. Exactement. Je Mais sais, on il me peut- semble. Mais l'avantage, par contre, c'est que bah, voilà, si par exemple, il y a, je sais pas moi, il y a un mois où vous gagnez pas d'argent, du coup, vous payez pas d'impôt non plus, quoi. C'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires, c'est pas sur le bénéfice, c'est sur le chiffre d'affaires, il me semble. Donc après, l'intérêt, du coup, c'est d'avoir le minimum de frais pour Oui, voilà. dégager le plus de marge, parce que vu que c'est sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Et l'autre chose que je voulais voir avec toi, c'est que on parlait de voilà, certaines personnes qui ont carrément ouvert des sites pour regrouper donc des liens d'affiliation, enfin ce qu'on appelle des deals. Et donc, est-ce que oui, enfin, moi, je connais la réponse, mais c'est juste pour en informer ceux qui éventuellement nous regardent et qui auraient fait ça. Ils sont forcément soumis à la nouvelle réglementation RGPD. Il faut que le site réponde aux normes, à cette norme, du coup. Qu'il soit GDPR compliant. C'est comme ça. on dit. Sauf en Suisse, oui. Bah, en Suisse, ça va pas tarder à arriver. Hein. Vous avez une réglementation. Bonne soirée, fais bien, merci. parce que Anne-Laure est sur le dossier, là, elle est justement avec son homologue suisse au téléphone. Tu vas voir. Exactement. Tu vas te prendre une Que vous RGPD, êtes c'est vite préparés. fait. Hein. Et par rapport à RGPD, je crois, Mathieu, toi, tu voulais demander quelque chose. Ou non, que Anne-Laure nous fasse un petit résumé brièvement de Ouais, ce qu'est un truc le RGPD. qui puisse Condensé. être ingurgité facilement, quoi. Voilà, avec des D'accord, mots, je vais des termes essayer. compréhensibles par nous tous, quoi. Voilà, avec des billes et des dessins et tout. Alors, donc, effectivement, c'est un nouveau règlement européen qui est rentré en vigueur et qui protège davantage les personnes concernées par le traitement. Donc, on entend par personnes concernées les personnes dont les données personnelles, donc ça peut être que des personnes physiques, enfin des particuliers. En fait, les données permettent de l'identifier. Donc, c'est soit le nom, soit un numéro de téléphone et une adresse mail en même temps, soit une adresse physique et un nom. En fait, c'est à chaque fois que les données permettent d'identifier une personne en particulier, vous êtes soumis à un traitement de données personnelles. Et du coup, vous êtes obligé, dès lors qu'il y a des personnes concernées qui habitent en Europe ou que vous êtes en Europe, de respecter ce règlement. Mais il faut avoir ce traitement, c'est-à-dire que des gens qui balancent simplement des liens clics, moi, je ne pense pas, s'ils n'ont aucune vue sur l'adresse IP, sur les noms et tout ça, D'accord, oui, c'est. il n'y a pas de traitement de données personnelles à proprement parler. Oui, parce qu'en fait, en tant qu'affilié, c'est pas eux les vendeurs, donc c'est pas eux qui ont les. Voilà, c'est le vendeur par contre, c'est le site Voilà. Amazon par exemple, tous les sites de e-commerce où il faut rentrer ses données personnelles et tout ça dedans, eux sont responsables de ce traitement-là. D'accord, ouais, donc effectivement, celui qui fait juste un site pour donc du coup pour recueillir rassembler tous les liens d'affiliation, en réalité, lui, non, il n'est pas concerné puisqu'il n'a jamais jamais les coordonnées des clients. Oui, voilà, puisqu'il renvoie en fait un lien. Donc lui, à moins que, dites-moi si je me trompe parce que moi je suis pas dans la technique, mais si lui il a accès à aucune information et qu'il les stocke pas, à ce moment-là, il ne fait pas de traitement de données personnelles. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question à poser? Oui, Julien? Oui, je reviens juste. Est-ce qu'il y a des droits du travail qui s'appliquent? C'est-à-dire, si je suis youtubeur, est-ce que je suis limité en termes d'heures de nombre d'heures de travail? Est-ce que j'ai des choses à faire? Alors, je t'explique, Anne-Laure, parce que Julien bosse avec moi. Non, t'es rien limité du tout. Plus t'en feras, mieux c'est. Ouais, je veux bien que tu dis non, si tu peux en faire plus, même, n'hésite pas. C'est bon pour la loi, on aime ça. Effectivement, en fait, tout dépend si tu as un statut de salarié ou pas. Ouais, il a 2,50 € des fois, tous les 6 mois. Alors là, par contre, appelle. Je ne suis pas salarié. Non, mais j'entends dans un cadre de non-salarié, quelqu'un qui sera auto-entrepreneur, justement. J'ai jamais connu en tout cas de réglementation, sauf erreur de ma part, qui interdisent de travailler. Non, tu fais ce que tu veux à partir du moment où c'est indépendant. Voilà. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Voilà. Je prends. Merci. Un bel avenir nous tend les bras, les amis. Ouais. Il y a encore des questions, les gars, ou c'est tout bon pour vous? Non, mais en fait, ce soir, j'ai l'impression qu'avec ce que vous avez dit, il y a des mecs qui utilisent cette fameuse expression, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et là, j'ai l'impression que c'est la France, tu payes ou tu la quittes, quoi. C'est un peu la formule. Non, mais après, on avait parlé avant. Ça fait déjà un petit moment qu'elle était en projet, cette émission, et je trouvais que c'était important de la faire parce que c'est des informations que finalement
beaucoup de créateurs de contenu n'ont pas ou n'ont pas connaissance parce qu'ils n'ont pas été les chercher, alors que bon, finalement, elles sont pas compliquées à trouver ces informations, mais personne prend le temps de le faire et que voilà, c'est important de rappeler que on fait pas ce qu'on veut non plus. Il y a aussi des lois, il y a des règles et qu'il faut les respecter et que après, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, faites ce que vous voulez, je suis pas là ni pour vous inciter à frauder. Ni pour faire le gendarme, c'est juste après faire gaffe parce que bon, un contrôle fiscal, ça peut tomber sur n'importe qui et voilà. Et moi, j'ai eu la chance que ça ne me soit encore jamais arrivé, mais je connais des gens à qui c'est arrivé et je sais que voilà, dans le cadre d'un contrôle fiscal, le moindre euro qui rentre sur votre compte, vous devez le justifier quoi, quasiment. Donc c'est plaisante pas ces gens-là. Par contre, ce qui m'inquiète, Teddy, c'est que je pensais qu'on était donc en session privée ce soir et je suis tombé sur un tweet et c'est un compte qui s'appelle le YouTube Game et il dit on va vous retrouver, on va vous mettre mal. Il y a un contrat sur nous là maintenant. Et apparemment, je pense que là, on a un peu trop dit des choses là. Voilà. Il y a ce côté cercle, tu vois, triangle des Bermudes, un peu ce flou, cette bulle épaisse. Les gens, ils étaient contents, tu vois. Et là, t'éclaircis un peu trop le truc. Triangle des Bermudes, du coup, c'est là où on va partir en vacances, nous tous. Voilà, exactement. Non, moi j'ai une dernière toute petite question pour Anne-Laure. C'est un sujet qui est complètement à part, mais qui me semble important et limite, on aurait peut-être dû le faire avant de commencer cette émission. Est-ce que tu peux donner des conseils si... Bon, on est une toute petite chaîne YouTube, mais on ne sait jamais, hein, ça peut peut-être prendre de l'ampleur, tout ça. Peut-être qu'un jour, on devra payer des impôts sur cette chaîne, je ne sais pas. Mais est-ce que tu peux donner des conseils 2-3 conseils rapides à des gens qui ont des soucis avec les enfants qui sont harcelés ou des choses comme ça, ou même les gens qui sont victimes d'harcèlement, les premières choses à faire en cas de si ça arrive en fait. Alors, la première chose, en fait, harcèlement, tu veux dire sur des propos qui sont tenus, par exemple, sur YouTube? Ouais, voilà, ou sur ou des harcèlements sur Twitter ou sur Facebook, tu sais, comme on en entend un peu trop en ce moment. Ok. En fait, il y a 2 personnes à contacter en premier. C'est la personne qui va être l'auteur des propos. Et si elle n'est pas contactable, effectivement, l'éditeur du site. Ou en tout cas, la personne qui va gérer le site. Et si lui, déjà, il faut... moi, je conseille d'envoyer un courrier recommandé au siège de la société. Parce que normalement, légalement, ils sont tenus de donner leur adresse physique. Donc, il faut envoyer un courrier recommandé à leur adresse et un courrier par email au siège de l'éditeur et, si vous arrivez à le trouver, au siège de l'hébergeur aussi. Parce que l'hébergeur est également responsable si jamais on lui notifie en fait une atteinte. Du coup, il faut saisir toutes ces personnes parce que l'hébergeur va avoir la main effectivement sur soit la coupure, soit les données en fait de l'auteur des propos qui posent problème. Et si vraiment, par contre, on n'a pas de solution et qu'on n'arrive pas à identifier la personne, à ce moment-là, il faut aller porter plainte. D'accord. Et tiens, juste un truc qui est venu dans la tête là vite fait, un cas qu'on entend souvent parler, donc j'ai jamais vu de cas concret. Je voulais savoir si toi, dans le cadre de ton métier, tu avais été amené à parler du droit à l'oubli. Ouais. Est-ce que c'est un truc est-ce que c'est des choses qui sont un peu rentrées dans la tête des gens et qui l'utilisent quand ils peuvent en avoir besoin? Ah bah oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, dans le règlement européen qui vient de faire entrer en vigueur, il y a véritablement le droit à l'effacement des données qui est reconnu à toute personne pour pouvoir faire effacer les données qui sont traitées par toute personne, en fait, pour les faire supprimer. Et d'ailleurs, ce règlement leur prévoit en fait qu'on puisse faire effacer les données, qu'on puisse les modifier ou les réduire à ce qui est véritablement nécessaire pour le traitement. On peut aussi demander à ce qu'elles soient portées à un autre site, c'est-à-dire que si vous commandez des produits sur Amazon, que vous en avez marre de travailler avec Amazon et que vous voulez passer à un autre site e-commerce qui fait la même chose, Amazon, si vous lui demandez, aura l'obligation de les porter, en fait, de les mettre dans un fichier qui sera lisible par le grand public et qui devra les transmettre à l'autre responsable. Donc il y a beaucoup de droits qui sont reconnus aujourd'hui et le droit à l'oubli en fait largement partie. Après, et c'est les mêmes démarches un peu que le harcèlement au début. Tu contactes l'éditeur, mais ça, moi, l'hébergeur. je l'ai souvent fait. D'envoyer un courrier. En général, les gens, ils réagissent assez facilement. Et de toute façon, ils savent que c'est une obligation légale. Donc, les éditeurs de contenu, ils suppriment rapidement les données. Quand tu dis je l'ai souvent fait, c'est-à-dire que toi, tu demandes souvent le droit à l'oubli pour toi ou... Parce qu'on vient de faire une émission avec toi, donc ça serait cool qu'elle soit effacée 2 mois après, quoi, je veux dire. Non, pour des dossiers. Pour des clients, d'accord. Mais... Et il y a un autre point aussi, le dernier, je te jure, c'est le dernier celui-là. Parce qu'il y a des trucs, c'est important. Et je trouve qu'on a une chance extraordinaire d'avoir Anne-Laure avec nous ce soir.
il y a un truc qui est un peu dramatique et sur lequel on ne parle pas assez, c'est le vol d'identité. Pareil, est-ce que tu peux nous dire ce qui peut être fait pour ça? Et les faux comptes, des choses comme ça. Ou les gens qui carrément, vraiment l'usurpation d'identité qui des fois est dramatique pour certaines personnes. Est-ce que tu as des billes, des pistes, parce que c'est très délicat comme affaire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent qu'il y a un truc qui se passe? Moi, celle-là, véritablement, si je devais conseiller une personne dans cette situation, je prendrais contact avec tous les éditeurs des sites où la personne en fait a son identité qui est volée. Mais je pense que je lui conseillerais d'aller très rapidement porter plainte si jamais véritablement il y a quelqu'un qui se présente comme elle. Parce qu'il y a une intention de nuire derrière qui est beaucoup plus grave que. Enfin, sinon, effectivement, c'est très grave de tenir des propos diffamants. Mais là, véritablement, il y a quelqu'un qui c'est pour elle. Donc, ça voudrait dire aussi récupérer les coordonnées bancaires, ce genre de choses. Ouais. Ça peut être très engageant. Ah oui, il y a des vies usurpation d'identité, c'est sévèrement par la loi en plus. Hein. Et il y a des vies vraiment qui basculent à cause de ça. Quoi. Moi, j'ai vu des trucs, ça fait peur. Quoi. Juge pour conclure. Oui, deux choses, mais dans la continuité un peu des questions de Mathieu, qui étaient très intéressantes. En cas de décès. Il veut une augmentation, à mon avis. En cas de décès, est-ce que l'augmentation d'heures de travail, pardon. Est-ce qu'il y a des choses prévues? Comment ça se passe en cas de décès de la personne pour clôturer, pour récupérer les informations de compte tu sais que par rapport à ça, sur Facebook, tu peux désigner un légataire de ton compte. Tu peux, c'est dans les paramètres. C'est bon de le préciser, parce que tout le monde ne le sait pas. Moi, je sais. Légalement, je pense que en fait, effectivement, c'est traité dans le règlement également. Mais je pense que les héritiers et les ayants droit peuvent demander en tout cas la suppression, mais je ne vois pas dans quelle mesure un éditeur pourrait s'y opposer. Après, qu'il y ait une condamnation derrière, je ne sais pas. Je sais que par contre, il y a une obligation, par exemple, en conservation de données bancaires. Si le compte, en fait, il y a une obligation de conservation par la personne qui a les données pour s'assurer que le compte est bien à jour, si vous voulez. Enfin, les banques, par exemple. Et dans la continuité, il y a une question qui se posait, et est-ce qu'il y a aujourd'hui un cadre juridique là-dessus, qui est sur le leg du dématérialisé. C'est-à-dire que je décède, moi j'ai fait des achats, je sais pas, sur iTunes ou... Alors tu fais rien de tout ça, j'ai besoin de toi, tu fais rien de tout ça pour l'instant, c'est pas un projet. Ou ailleurs, est-ce que ces choses-là que j'ai achetées qui ne sont pas physiques sont léguées à ma descendance ou pas? Alors là, je dirais que c'est vraiment du droit pur des obligations qui s'appliquent, c'est-à-dire que c'est comme si tu achètes une maison et que demain tu décèdes, la maison sera... Enfin, on fera ton héritage et on verra si, en fonction de ce que tu as comme ressources, tu es capable d'honorer ces achats ou pas. Et le cas échéant, oui, ça reviendra à tes... Alors après je sais qu'il n'y a pas aussi un truc d'une histoire de comme quoi, des fois, le dématérialisé, tu le payes, tu as une espèce de droit de licence dessus, mais c'est pas à toi, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que, parce que tu as pris l'exemple de iTunes, effectivement, sur iTunes, tu payes le droit d'utilisation, en fait. Mais ça ne t'appartient pas pour autant. Voilà. C'est pas parce que tu as payé que c'est à toi, en fait. Tout ce qui est, par exemple, Spotify, des choses comme ça. Voilà. C'est parce que c'est du droit d'auteur, en fait. Donc, c'est des musiques, des films. Et vous pouvez pas... En fait, il y a différentes autorisations qui sont sur le droit d'auteur. Et du coup, là, ce sont des licences qui sont limitées dans le temps, qui ne sont pas exclusives. Et donc, du coup, ce n'est pas véritablement un droit qu'on vous donne, c'est une autorisation de visionner. Voilà, c'est pour ça que... Mais c'est pas une acquisition, c'est une acquisition d'un service. C'est comme un abonnement et puis... C'est important de le préciser parce que c'est une, on va dire, en tout cas des limites, justement, de la dématérialisation des contenus. C'est-à-dire qu'un contenu dématérialisé ne vous appartient pas, du coup, par définition. Donc, faire gaffe à ça. Il n'appartient pas dans tous les cas, en fait. C'est simplement une autorisation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans le cadre d'une musique, si vous achetez le CD, il est à vous. Donc après, non, l'objet physique, mais ce qu'il y a dessus ne t'appartient pas réellement. Tu as le droit d'écouter. Ce que je veux dire, c'est que ta descendance, elle pourra garder le CD si elle veut, puis continuer à l'écouter. Mais c'est comme un titre téléchargé. Hein. C'est la différence entre le streaming et le téléchargement. Si tu le télécharges et que tu le gardes sur ton ordinateur, il t'appartient. Si tu l'écoutes en streaming, il ne t'appartient pas. Et alors, quand elle parle de téléchargement, c'est légal. Téléchargement légal, évidemment, ça va sans dire. Bien sûr. Et je rappelle, donc, juste le truc qu'on a dit tout à l'heure vite fait, parce que apparemment vous m'avez dit que vous ne saviez pas, donc je le redis sur Facebook, vous pouvez, si vous allez dans les paramètres,
désigner un légataire en cas, si jamais il vous arrive malheur, voilà, c'est cette personne que vous aurez désignée. Est-ce qu'il n'y a que Facebook, t'es dit, ou t'en connais d'autres? Moi, je connais que pour Facebook. Après, je sais pas ce qu'il en est pour d'autres. Non, parce que j'ai mon profil LinkedIn, j'aimerais bien le léguer à quelqu'un. Écoute, tu verras. En tout cas, là-dessus, oui, Juju, alors vraiment dernier, parce que là, on est en train de déborder. Non, mais juste pour conclure, parce que comme ça. Non, mais Julien, tu nous laisseras tes codes et puis c'est bon. On sait que c'est toi qui vas partir en premier. Laisse-nous tes codes. Mais quelle bande de salles. C'est juste que ça peut pas être très rébarbatif tout ce qu'on a dit, mais c'est important d'être dans le cadre de la légalité. Parce qu'on peut fantasmer sur un monde gratuit, mais honnêtement, les choses sont pas si simples et vous travaillez pas pour rien. Donc, c'est important de payer les choses, c'est important de faire attention aux droits des choses et c'est important d'être aussi dans la légalité au niveau des rémunérations. J'ai l'impression qu'il parle pour moi là. Tu sais. Ah oui, alors il faut rémunérer les gens qui font des vidéos. Même pour mais Mathieu, toi, tu as un travail à côté. C'est pas la même chose. Mais non, mais que je te paye surtout. C'était ça que tu voulais. Attends, droit à rémunération de tout travail. Vas-y, pas gratuit. J'ai un travail à côté, mais ce que je veux dire, c'est à partir du moment où vous allez vouloir faire ça de façon professionnelle, faites-le vraiment dans le cadre de la légalité, parce que se déclarer, payer des impôts, c'est aussi les infrastructures que vous avez autour de vous, les hôpitaux et tout le reste. Et le fait de ne pas voler les droits d'auteur, c'est aussi ce que vous voudrez quand vous allez publier des choses, au bout d'un moment, qu'on ne vole pas ce que vous avez créé. Et surtout que si on s'amuse à tout utiliser gratuitement, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien pour conserver ces images parce qu'il n'y aura plus de revenus pour le faire et il n'y aura plus rien pour les créer parce qu'il n'y aura pas de revenus pour le faire. Donc, voilà. Ne rêvez pas d'un monde gratuit, c'est un fantasme. Payez. Connecté. Et restez connecté. Bravo, Julien. On va s'arrêter là parce que là, en fait, comme vous le constatez notamment chez Julien, en fait, malgré qu'on soit en plein été, là, il fait une nuit noire, donc je vous laisse imaginer l'heure. Du coup, on va vraiment remercier très chaleureusement Anne-Laure, donc qui, je le rappelle, donc avocat au barreau d'Aix-en-Provence. C'est très très sympa à toi de nous avoir accompagnés parce que on a appris plein de choses et je pense que ceux qui vont regarder cette émission apprendront eux aussi plein de choses. Et donc c'est vraiment très très cool de ta part d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. J'étais très contente. J'espère que ça n'a pas cassé le moral effectivement des gens qui regardent la vidéo. C'était pas le but, mais c'est un peu rébarbatif les obligations juridiques. Non, mais c'est important. Je voulais faire une annonce exclusive. Je viens de fermer ma chaîne. Non, mais ce qui est bien, c'est que nous, les petits youtubeurs, on va pouvoir se lancer, puis les gros, ils vont tomber. Voilà, c'est ça. Non, mais en plus, c'est pas si compliqué que ça, honnêtement. Mais Julien, il est engagé ce soir. C'est bon. Et il en peut plus, là. Vas-y, Julien. Vas-y. C'est terminé. Mais c'est pas compliqué. C'est facile. Tu prends ton portefeuille, tu prends ta carte bleue, tu fais des codes et payer. Non, mais c'est vrai que pour le coup, tu as raison. Pour ceux qui veulent en vivre, je veux dire, se déclarer comme auto-entrepreneur, ça prend 10 minutes sur Internet. Donc, c'est pas compliqué d'être faire attention dans la rue vis-à-vis de la loi. Et puis, faire attention dans la rue à pas trop filmer les visages, c'est pas compliqué. Pas utiliser des musiques, prendre des musiques libres de droit et citer le nom, c'est pas compliqué. En tout cas, citer, voilà. Voilà. Et puis bon, après, une phrase que, en général, que je pense que vous aimez bien, vous les avocats, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, du coup, on vous a fait une petite piqûre de rappel aujourd'hui. On va remercier donc Juju, qui était très engagé sur cette fin d'émission. Juju, les vacances qui se profilent à l'horizon, c'est ça? Fin juillet, début août. Au boulot. Pas tout de suite. Des vidéos prévues sur Rester Connecté, non? J'ai une vidéo prévue sur Rester Connecté. Nous avons eu la chance avec Mr. Dos Santos d'aller au showroom LG et comment dire, c'est un petit peu le salon du coup, ton chat, c'est l'érotisme pour moi. T'as dit ça, chat direct. Oh, putain, c'est bon. Là, c'était un peu le salon d'érotisme pour moi. Il y avait des on veut pas savoir, on veut pas non plus, tu vois. Après, parce que ça sur YouTube, c'est des trucs qu'on va éviter. Donc, la chaîne Rester Connecté, c'est aussi celle, bien évidemment, de Mathieu, qu'on retrouve également sur Watch pour la dernière émission. De toute façon, elle sera déjà passée au moment où celle-ci sera en ligne, mais.
un lundi sur deux de 22h à 23h, donc l'émission Andromaque sur Watch. Et revient à la rentrée, j'espère. Écoute, c'est ce qui se dit. Donc, on va attaquer la rentrée sereinement. Et puis voilà. Et puis, Et cet été, je suis resté connecté, du coup, il se passe quoi? Alors, À il y part a le plein de test téléphones. Il y a plein de téléphones qui vont avoir 6 mois bientôt, donc je vais pouvoir commencer les tests. On a travaillé avec Jason sur le Honor 10 et le Huawei P20 Pro. Mhm. Voilà, on arrivera après tout le monde. Mais bon, ça c'est notre petite formule à nous. Vaut mieux tard que jamais. Exactement, on a des rendez-vous Repair Center. On va sans doute, au moment où sera diffusée cette vidéo, sera peut-être déjà sortie. Je vous invite à aller jeter un œil sur la vidéo comment remplacer l'écran de sa Surface Pro 4. Qui a été un gros challenge. Et puis je suis content puisque tout est encore rentré dans l'ordre. Mon casier est totalement vierge, que ce soit en France ou au Portugal. D'accord. Voilà. Il y a un site, c'est comme un peu une page Facebook à peu près. Hein. Donc voilà. Et encore une fois, merci beaucoup Anne-Laure d'avoir été là avec nous. C'était un vrai plaisir de la voir. Voilà. Et c'était en même temps un petit peu très, comment dire, c'était un petit peu, j'ai envie d'employer un mot, mais j'ai peur d'être mal compris, donc c'était très, très, en même temps, instructif, on va dire. On va rester avec d'accord. message. Très instructif. Pédagogique, peut-être, c'était ça. Voilà. C'était très, très bien. D'accord. Non, mais il y avait ce côté un peu frisson, tu sais, dès qu'elle parle, tu sais pas si tu es dans la loi ou pas dans la loi. Ah oui, un côté suspense comme ça aussi, tu vois. Un côté, voilà, et je suis un peu malheureux quand même qu'elle me connaisse. Mais moi, je pense que de toute façon, cet épisode aura sa place sur Netflix, hein, très franchement. Enfin bon. Exactement. On va également remercier notre youtubeur, c'est notre ami Sébastien Mister Perrier, du côté de la Suisse. Et sur Mister Perrier, cet été, il va se passer quoi? Un drone pour tous, bientôt. J'ai suivi ça. les conseils de Mathieu, je suis un peu sorti de ma grotte. C'est pour ça que j'ai pris un peu de couleur, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, alors, donc c'est un drone pour tous, donc je t'enverrai mon adresse pour bien être sûr qu'il soit arrivé chez moi. Oui, je vais te l'envoyer. Du coup, c'est une vidéo sponsorisée ou... Non, mais pardon, écoute, il va falloir que je vérifie. Et tout ça, c'est grâce à Anne-Laure. Attention, tu t'en fous, t'es en Suisse, donc. Oui, mais bon, tu sais, elle a une copine suisse ou je sais pas qui, un avocat là, il y a quelque chose. Ouais. En tout cas, merci pour tes précisions et aussi, je remercie ton iPhone qui a tenu tout le long de l'émission. Remarquablement, oui. Félicitations, tu es du bon côté de la force. Oh, le placement produit de dernière minute. Continue comme ça, alors. Voilà, on va se faire niquer la vidéo au dernier moment. Et bon, quant à moi, le programme, c'est la prochaine animation des Lutins du Phénix, donc ça sera au Brasset. Donc le Brasset, c'est le premier centre d'accueil et de rééducation des enfants atteints de myopathie qui est situé donc à Meaux, en Seine-et-Marne. Et donc on va faire une animation Star Wars dans quelques jours. Et puis on se retrouvera pour un prochain épisode. Je sais pas. Jean-François. J'espère qu'il ne sera pas. Et du coup, je vais également donc remercier notre ami Nicolas Beau, directeur artistique de cette émission qui va la mettre en audio. On faire des grosses bises, on l'embrasse. Et puis, une nouvelle fois, donc, te remercier, Anne-Laure, d'avoir été avec nous ce soir. Nous, on vous donne rendez-vous peut-être au mois d'août ou sinon à la rentrée. On verra en fonction de nos disponibilités. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Bye bye. Ciao, bye bye.